Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Bonne année 2022 à tous et toutes. Je souhaite santé, bonheur et apprentissage à chacun d'entre vous, en espérant que cette année-ci soit remplie de moins de up and down en termes de surprises pandémiques. Premier épisode de l'année aujourd'hui, épisode numéro 32. Je reçois deux nutritionnistes du sport, un duo extrêmement dynamique avec une affinité vraiment qui a vraiment aidé le podcast parce que c'est des gens qui sont habitués de travailler ensemble. Donc, Ève Crépeau et Nicolas Leduc-Savard, qui sont les deux nutritionnistes du sport. Les deux ont des tâches comme enseignants ou comme en enseignement dans le programme de nutrition à l'Université de Montréal. Les deux qui sont cliniciens, mais également conférenciers et extrêmement occupés. Donc, ont vraiment un bagage d'expérience super intéressant à amener la discussion. Aujourd'hui, on a parlé évidemment de nutrition du sport puisque c'est leur domaine, c'est ce qu'ils connaissent, mais on a surtout essayé de démystifier beaucoup de choses à même la nutrition du sport. Donc, beaucoup de mythes qui demeurent dans la circulation de bouche à oreille par tous les médias ou toutes les sources d'informations qu'on peut avoir. Donc, on a essayé de mettre de l'ordre là-dedans. Donc, concrètement, on a parlé de comment on devrait s'alimenter pour le sport, que ce soit autant pour la performance que pour le plaisir. On a parlé des différents types de nutriments qui sont importants pour la performance sportive et on a démystifié toutes sortes de choses tout aussi le fun les unes que les autres. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cet premier épisode de 2022 alors sur la nutrition du sport avec les nutritionnistes du sport Ève Crépeau et Nicolas Leduc-Savard. OK, on est parti. Ève Crépeau, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Nicolas Leduc-Savard, bon matin. Bon matin, bon après-midi. Ah, ça dépend à quelle heure tu t'es levé. Très bonne réponse. Et aussi, 99% des podcasts que je fais, c'est le matin. Fait que c'est ma phrase pour laquelle je suis habitué. C'est ça. Très content de vous recevoir pour parler de nutrition du sport aujourd'hui. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, essayons de faire un petit survol de vos activités professionnelles qui sont très multiples et diversifiées, qui gardent vos semaines probablement très le fun. Oui. Fait que les deux, vous êtes nutritionnistes du sport. Vous avez une maîtrise en nutrition du sport. Exact. Avez-vous gradué les deux de l'Université de Montréal? Tout à fait. Ben oui. Ouais. Dans les dernières années? Dans la dernière décennie? Ouais. Moi, j'ai fini mon bac en 2011. Fait que ça va faire 10 ans là, en décembre. OK, cool. Déjà. Wow. Excellent. Puis, vous travaillez exclusivement surtout en nutrition sportive, un peu aussi avec une clientèle active, monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Puis, c'est ce qui fait en sorte que vous êtes des invités de choix pour parler de nutrition du sport aujourd'hui. Mm-hmm. Fait que, grosso modo, si on fait un petit tour de table pour savoir à qui on a affaire, on commence avec toi, Ève. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ou ça ressemble à quoi tes occupations? Ouais, je fais beaucoup de choses différentes. Je vais essayer de rien oublier. Donc, je travaille à l'Université de Montréal. Je suis la nutritionniste des Carabins. Donc, Carabins, là, souvent, on pense à l'équipe de football, mais c'est vraiment tout sport confondu, là, exactement. À la clinique universitaire de nutrition, où est-ce que Nicolas travaille aussi avec moi. Ouais. Puis, on a beaucoup de stagiaires aussi là-bas qu'on supervise. Donc, ça, c'est un autre mandat. J'enseigne aussi à l'Université de Montréal plusieurs cours, dont le cours de nutrition sportive, justement. En parallèle à tout ça, je suis un peu à mon compte. Donc, je travaille pour le CF Montréal, donc l'ex-Impact. Je travaille pour Baseball Québec aussi. Et je travaille pour les Jeux du Canada, donc avec la délégation du Québec, comment guider tous les sports du Québec qui vont aller aux prochains Jeux du Canada à Niagara en août prochain. Donc, principalement, c'est ça. Et en parallèle à tout ça, avec Nicolas, justement, on a Avocardio. On a créé il y a peut-être 1 ou 2 ans, qui se veut des conférences en nutrition sportive principalement, ludiques, éducatives et le fun. T'sais. On voulait un peu se distinguer des conférences un peu plates, je vais dire en parenthèse. Qui existent beaucoup. Qui existent beaucoup dans plein de domaines, là, pas juste la nutrition. C'est pas mais unique à la nutrition. Comme nous, on est en nutrition, on voulait faire une offre un peu plus intéressante, drôle. Puis on s'est lancé il y a 1 an à peu près. Là. Ouais, on a commencé les premières, c'était il y a 1 an à peu près. Exact. Super. Ça va bien, à date? Ça va bien. Là, roule. je te dirais que ça a tombé en même temps que la pandémie. Ouais. Fait que là, tu sais, au début, ça a un peu tout coupé les conférences, les milieux de travail.
essayaient juste de survivre puis de voir qu'est-ce qu'ils faisaient avec tout ça. Finalement, on a donné quelques conférences en Zoom, évidemment, le fameux Zoom. Ouais. On n'a pas encore donné des conférences en personne. On est prêt. Ouais, on espère que Mais ça va ouvre, revenir. là, ça ouvre parce que je donne des conférences dans les cliniques médicales, comme pour les médecins, les infirmières, puis comme là, les derniers mois, on a eu là, genre les premières. Là, Ouais, c'est ça. on a fait beaucoup de Zoom aussi, ce qui est correct. Là. C'est correct, mais c'est comme... beaucoup plus le fun dynamique en Ouais. personne. Mais tu sais, en Zoom, on a quand même, tu sais, vu qu'on était dans nos cuisines, on a quand même réussi à cuisiner des petites boules d'énergie Ouais. en direct avec le monde Ah, ok, cool, en cool. Zoom. Fait que ça, c'était vraiment nice. Super. Mais, Fait que ton tour, Nicolas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi non plus, je vais essayer de rien oublier. Je vais commencer par Avocardio, comme Ouais. ça. Fait que Avocardio, conférence très le fun en nutrition sportive. On se prend pas au sérieux, mais on prend ce qu'on fait au sérieux. Ouais. Ah, c'est bon, ça. C'est-tu votre slogan? Non, mais ça pourrait. l'être. Fait que ça. Sinon, je travaille aussi à l'université avec, comme Eve, là, comme superviseur de stage à l'université. Avec Eve aussi, je donne un cours de temps en temps dans les cours dont elle est chargée de cours. Ouais, exact. Ouais. Je l'ai recruté, tu sais. Ouais, Ah, c'est bon. J'ai une bonne plug. Exact. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Avoir le contact avec les étudiants, je trouve ça cool de voir la relève puis de pouvoir déjà les influencer en quelque sorte. Effectivement. De la bonne manière. Ouais. Fait qu'il y a ça. Sinon, je travaille aussi beaucoup à mon compte pour rencontrer des clients en nutrition, des sportifs, des athlètes et du monsieur, madame, tout le monde. Sinon, avec Xavier, qui est un de mes amis, on a Gourmand que ça s'appelle. Ouais. Une page Instagram où on publie du contenu aussi drôle, informatif. Ouais, effectivement. Xav, il a aussi une excellente tête de recettes, là, fait qu'il y a beaucoup de recettes. Puis lui, il est vegan, fait que c'est des recettes vegan. Mais, Qui est un nageur. Xav, c'est un Xavier Dernay, pour ceux qui veulent googler. Nageur de longue distance, il a gagné 2 fois la traversée du lac Saint-Jean. Puis c'est ça, il est vegan, fait que là, c'est des recettes vegan avec des conseils nutritionnels. Puis on a écrit un livre qui est sorti en avril. Qu'on a eu beaucoup de fun à faire ça. C'est notre beau petit projet de pandémie. Ouais, assurément. Ouais, fait qu'il y a ça. Sinon, quoi d'autre? J'écris des articles sur Internet pour un nouveau mois. Qui est comme nouveau, mais le site web. Puis ça, c'est de la vulgarisation scientifique pour parler de plein de sujets, là, genre le jeûne intermittent, puis la diète cétogène, puis l'alimentation intuitive, puis tout ça. Ouais. Démystifier un peu du vrai, le faux du vrai dans tout ça. Exactement. Puis aussi rendre ça le fun à lire, là, parce que moi, ça m'arrive souvent de lire un article sur Washington Post, puis je le lis vraiment en diagonale parce que c'est plate en maudit. Ouais. Ça me garde informé. Ou trop long. Ouais, c'est ça, exact. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre aussi? En fait, c'est ça qui m'avait amené à contacter Nicolas, parce qu'on se connaissait initialement. pas nécessairement. On savait on était qui. Oui, exactement. Moi, C'est parce que c'est quand même un petit monde, la nutrition, mais... Nutrition sportive encore plus. Exact. Mais il écrivait des articles pour Fraîchement Pressé. Ouais. Dans ce qui est temps-là, devenu puis... nouveau moi. OK. Exact. Ouais. Puis j'aimais son ton ludique, justement. Ça me parlait vraiment beaucoup. Puis j'y avais juste écrit un message Instagram. Hey, j'aime vraiment ce que tu fais, tes articles. Si jamais ça tente de faire quelque chose, j'ai aucune idée quoi. Dis-moi si ça t'intéresse. Puis il a répondu de façon positive. Finalement, on a créé Avocardio. Donc, très cool. Fait que pour les gens qui se demandaient pourquoi je vous recevais vous deux en même temps, ben c'est entre autres à cause d'Avocardio. Puis ben je savais que je voulais jaser de nutrition sportive. Là, il a fallu que je choisisse un d'entre vous, puis là, faire des jaloux. Fait que là, tu t'as acheté un 3e micro, puis une exactement. Fait que c'est pour ça qu'on est là. Fait que on se lance dans le vif du sujet. Mettons qu'on commence très simplement là. Le rôle d'un ou d'une nutritionniste du sport, ça consiste à quoi? Puis peut-être, puis je trouve ça le fun, je refais une autre parenthèse. Eve, est-ce que je me trompe? Toi, tu travailles encore à l'INES? À l'INS, je ne travaille plus à l'INS, mais j'ai travaillé un bout de temps là, avec des athlètes olympiques, justement. Là, je travaille un petit peu pour les Jeux du Canada, comme un peu encore quand même avec les athlètes élites. Tout à fait. Fait qu'on pourra faire la nuance, dans l'ensemble des sujets qu'on aborde, la nuance entre quand c'est plus, mettons, les athlètes élites, parce qu'il y a certaines choses qui sont pertinentes pour les athlètes élites, quand on essaie d'aller chercher le 0.1% versus des sportifs amateurs qui font quand même du très bon niveau, des Ironman, de la course à pied, de la nage, peu importe. Fait que c'est le fun d'avoir vos backgrounds qui sont différents, mais en même temps très complémentaires. Fait que je reviens à ma question. Qu'est-ce que ça fait un nutritionniste du sport? C'est quoi votre rôle auprès des clients, justement? C'est une très bonne question. En fait, je nous vois un peu comme le coach de la nutrition. Tu sais, quand on pense à un athlète, on pense beaucoup à son entraînement physique, à son entraînement tactique aussi pour le sport qu'il fait. On pense souvent beaucoup moins à la nutrition. Pourtant, l'athlète va manger minimum 3 fois par jour, si c'est pas plus. La nutrition va avoir un énorme impact sur sa performance, puis eux-mêmes, ils pensent pas tant que ça. Puis pourtant, notre rôle à nous, c'est justement de dire, ben, qu'est-ce que tu peux manger qui va optimiser ta performance? Qu'est-ce que tu dois
limitées qui pourraient nuire à ta performance. Comment est-ce que tu joins ces deux mondes-là? Parce que c'est hyper important, mais on pense tout le temps juste à l'entraînement physique, malheureusement. Puis encore, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui pensent à ça prioritairement, puis peut-être si on a le temps, on va parler de nutrition. Mais non, la nutrition, c'est là à tous les jours. Ouais. Il n'y a aucun athlète qui ne mange pas. Donc, ils doivent faire des choix à tous les jours, puis ces choix-là, ben, ils peuvent les faire bien ou pas très bien. Puis ils peuvent se tirer dans le pied eux-mêmes en choisissant des aliments qui font pas de sens. Donc, c'est ça. Mais je dis coach en nutrition, mais attention, parce qu'il y a des gens qui s'appellent coach en nutrition puis qui sont juste pas du tout nutritionnistes puis qui disent n'importe quoi, là. Donc, c'est vraiment juste une façon de parler. On va probablement y revenir à ça, justement. Je veux avoir votre input. Mais un peu comme Eve disait, tu sais, coach pour la nutrition, tu sais, moi, je vois aussi, quand je fais quand on fait des conférences en nutrition sportive, tu sais, le tube digestif, qui est comme notre principal outil de travail en nutrition, c'est quelque chose qui s'entraîne aussi, là. Fait que, tu sais, moi, je vois vraiment comme... Il y a les coachs qui entraînent... Les coachs comme de sport, là, qui entraînent les muscles, puis l'aspect tactique, puis tout ça, puis ou la stratégie. Puis nous, on entraîne le tube digestif, puis la réflexion de nos athlètes pour qu'ils fassent les bons choix au bon moment, tu sais. Puis justement, tu sais, cette nuance-là on peut entraîner le système digestif. Les gens, des fois, ça peut être difficile à conceptualiser parce que c'est pas un muscle, justement, c'est pas la même chose que ben, tu surcharges un muscle, tu lui donnes du repos, il va s'adapter, puis il va devenir plus fort. Comment ça fonctionne, entraîner un tube digestif? C'est quoi les mécanismes, les principes qui font que ça fonctionne? Bien, ça s'applique pour certains sports en particulier, notamment les sports d'endurance, comme Ironman, justement. Un Ironman, un marathon, c'est très long. Puis tu n'as pas le choix de manger pendant que tu fais le sport. Puis manger pendant que tu fais le sport, c'est pas quelque chose qui est si facile que ça. Pour l'avoir essayé moi-même, je suis vraiment très mauvaise pour manger moi-même pendant le sport parce que ta digestion est beaucoup plus fragilisée justement par l'effort. Tu sais, la course, par exemple, ton estomac, il bouge, là. Donc, de tolérer quelque chose que tu manges pendant que tu fais un effort, pendant que tu bouges, c'est pas facile. Mais ça, les études l'ont démontré. Si tu entraînes ton estomac à accepter puis à absorber les glucides, il va devenir de meilleur en meilleur à le faire, puis ça va te causer de moins en moins d'inconfort. Donc, il faut que tu passes par-dessus une espèce d'inconfort la première fois que tu le fais, puis la deuxième fois, puis ça va être de plus en plus facile. Puis les études sont claires et nettes. Plus tu manges de glucides pendant un effort, disons un Ironman, meilleures sont tes performances. Ah ouais, hein? C'est direct. Là. Donc, il y a un bénéfice à s'entraîner pour tolérer un plus grand apport en glucides pendant un effort de longue durée. Absolument. Puis plus l'effort est grand, plus le besoin en glucides est important. Là, on parle de jusqu'à 100 grammes de glucides par heure. C'est énorme. Juste pour donner une idée. C'est combien de bananes, ça? C'était toujours mon exemple en bananes, justement. C'est à peu près 4 bananes. Par heure? Par heure. Pour un effort de longue durée. Pendant 8 heures, mettons, de ton Ironman. Puis, c'est ça, 4 bananes par heure. Là, c'est immense. Pendant 8 heures, là, ça te fait comme 32 bananes. Là. C'est beaucoup ça de fait bananes. une coupe de grappes. Là. Puis, tu sais, l'idée, c'est de ne pas manger juste des bananes. Bien sûr, c'est un exemple, mais ça donne une idée. Tu sais, il y a des gens qui, pendant leur course, vont prendre un gel pendant leur heure, puis sont comme, tu sais, c'est bon, là, ou un gel pendant leur demi qui leur dure 1h30. Exact, mais dans le fond, c'est 25 grammes de glucides, t'en as besoin de 4 fois plus pour performer à ta plus haute capacité. Ouais. Fait que c'est là que votre rôle de coacher ça, justement, est important. Exactement. Qui peut bénéficier de consulter un nutritionniste du sport? Tu sais, parce que j'ai l'impression que tout le monde pense que c'est réservé aux athlètes élites, ou ce qui est probablement effectivement très utile pour que ces gens-là aillent chercher leur plein potentiel. Mais mettons, tu sais, dans la population qui fait pas ça de façon professionnelle, fait qu'on rentre là-dedans, le sport amateur ou juste le sport récréatif, quand est-ce que ça pourrait être pertinent de décider, hey, peut-être que j'irais faire une consultation en nutrition du sport, justement? Moi, je vois vraiment ça comme étant un cadeau qu'on se fait à soi-même pour avoir plus de plaisir quand on fait notre sport par la suite. T'sais. Que ça soit s'entraîner au gym pour bencher 2 plates, ou pour courir un demi-marathon, ou juste parce qu'on a le goût d'aller à notre classe de Zumba en ayant assez d'énergie, ben, en sachant quoi manger avant ou quoi ne pas manger avant ou comment bien s'hydrater avant, on va avoir pas mal plus de fun à faire notre activité. Ça va être, on va avoir de l'énergie, on va revenir, on va se sentir bien, on va savoir aussi quoi prendre après pour pas être comme affamé puis avoir juste l'énergie mentale puis physique pour aller se préparer un vrai repas pour la suite. Puis... Tout à fait. Tu vas juste mieux te sentir pendant le sport que tu fais. Puis je pense que n'importe qui, même à la base, bénéficierait de rencontrer un nutritionniste pour améliorer des choses dans son alimentation, puis aussi pour défaire plein de mythes, parce que on est bombardé par tellement de choses. Le marketing alimentaire, des gens sur les réseaux sociaux qui disent XY, de défaire le vrai du faux de tout ça, puis d'après de
comme tu dis, Nicolas, ben, que ce soit parce que je veux faire un premier demi-marathon, parce que c'est ça que je veux prendre la masse musculaire au gym, la nutrition peut toujours venir faire une petite différence. Ouais. Ce serait quoi, tu sais, si les gens qui sont actifs, qui font de l'activité physique régulièrement, c'est quoi des signes ou, ouais, mettons des petits signes qu'ils pourraient reconnaître chez eux, qui pourraient être signes de, hey, justement, ça pourrait être bénéfique de consulter en nutrition du sport? Y a-t-il des choses que les gens pourraient, tu sais, des petits signaux d'alarme qui disent, hey, il y a peut-être quelque chose à faire en nutrition en lien avec leur pratique d'activité sportive? Ouais. Ben, un peu comme Nicolas disait, comment tu te sens pendant que tu fais l'activité? Est-ce que tu as mal au ventre, tu as des crampes, tu te sens pas bien, la digestion ne passe pas? Est-ce que tu manques d'énergie? Mm-hmm. Est-ce que tu vois tes performances qui diminuent? C'est pas normal. Peut-être Ouais. que c'est signe qu'il y a quelque chose qui manque à ton alimentation ou c'est autre chose, mais ça vaut la peine d'aller investiguer. Des étourdissements ou, tu sais, des fois, c'est juste... Tu finis ta journée de travail puis t'as juste pas de gaz pour aller t'entraîner, tu sais. Fait que des fois, c'est aussi comment placer tes collations après le dîner pour te sentir énergique, tu sais, juste pour avoir la motivation d'aller t'entraîner après. Puis manger dans le bon délai pour pas que ça soit trop lourd avant d'aller t'entraîner non plus, tu sais. Ouais. Fait que autant dans la gestion de l'activité en tant que telle que l'intégration de cette activité-là dans leur semaine ou dans leur quotidien, dans la routine, que ça fit, que les gens aient de l'énergie et qu'ils veulent aller bouger. Exact. Tout à fait. Très cool. Si on jase de, justement, concrètement, qu'est-ce qu'on doit manger, qui est probablement la question que vous avez le plus, on verra jusqu'où on va dans les nuances, dans les détails. Puis, tu sais, souvent, ce que j'aime, c'est de déterminer aussi qu'est-ce qui est absolument vraiment essentiel, puis qu'est-ce que beaucoup de gens mettent beaucoup trop d'emphase, puis des fois, c'est pas nécessaire. Fait que mettons qu'on parle de avant qu'on s'entraîne. Évidemment qu'il y a la nuance de combien de temps va être un entraînement, mais justement, parlons de tout ça. Tu sais, avant, comment on devrait guider notre alimentation pour l'activité physique qu'on va faire, puis vous ferez la nuance pour savoir athlète élite, athlète amateur, puis selon la durée de l'exercice. Ben, on va... que ce soit pour le avant, pendant ou après, nous, on est les chevaliers qui défendent corps et âme les glucides. Ouais. Les glucides qui sont les mal-aimés de la nutrition actuellement, qui, j'espère, un jour, vont avoir leur place comme les protéines ont eu leur spotlight, les lipides l'ont eu avec le keto, et j'attends avec impatience que les glucides l'aient un jour. La diète high carb. Oh mon Dieu, j'espère un jour que ça va arriver parce que c'est tellement important pour un sport. C'est ce qu'on a besoin avant, pendant, après. À tout moment, on a besoin des glucides. On va le répéter. Quand je fais des conférences, souvent, j'ai l'impression que je dis le mot glucides 500 fois. Ouais. Mais c'est ça qui est important. Et pourtant, il y a tant de gens qui pensent encore que les glucides, ça fait grossir, que les glucides, on doit les réduire, que c'est mauvais pour la santé. J'ai quasiment le goût de donner l'exemple de ce que tu as dîné aujourd'hui. J'ai dîné un sandwich aux spaghettis. J'avais littéralement du spaghetti dans mon sandwich, puis j'ai vu ça sur le menu, je trouvais ça vraiment... Puis t'avais quoi à côté? Un Coca-Cola, tu sais, québécois, là. Dans la cola. Oui, en fait, oui, j'avais envie. Mais c'est ça, tu sais. Mais je dis pas le contraire, manger ça tout le temps, mais juste pour pas démoniser. C'est pas démoniser, exactement. J'avais envie d'en prendre, puis j'ai pris, mais tu sais... L'important, c'est juste pas en prendre nécessairement tous les repas, parce que t'en as pas besoin tout le temps, mais si t'en as envie, t'en prends, puis c'est tout. Exact. Puis les glucides, ça fait pas grossir. Arrêtez de penser ça, s'il vous plaît. Puis c'est souvent en se restreignant que, tu sais, moi, j'ai beaucoup aussi, comme on disait au début, de clientèle, monsieur, madame, tout le monde, tu sais. Puis je vois beaucoup, ben, tu sais, je suis sûr que, tu sais, il y en a aussi pour les athlètes, puis j'en vois aussi pour les athlètes, mais il y a énormément de restrictions, puis tu sais, des restrictions cognitives, tu sais, de juste... les glucides, c'est pas bon, je vais pas en manger, des interdits alimentaires, des catégorisations des aliments bons puis mauvais, tu sais. Puis ça mène à beaucoup de... Tu sais, on s'empêche de manger quelque chose, mais tu sais, ça... Je parle... Tu sais, ça s'applique à tout le monde, là. Athlète comme... Puis athlète de haut niveau comme... Tu sais, j'ai beaucoup de... Tu sais, des sports de combat, t'en as eu aussi, puis tu sais, il y a énormément d'idées préconçues par rapport aux glucides, puis à certains aliments mauvais qui vont faire prendre du poids, mais les glucides... Tu sais, s'il y a un message qu'on peut marteler aujourd'hui, c'est que c'est bien correct, là, puis on n'a pas besoin de s'en priver. T'sais. Puis, mettons, juste en lien avec ce que tu as dit, tu sais, le mythe que les glucides font tout le temps, ou font prendre du poids, ou, tu sais, je consomme quand même beaucoup de podcasts, fait que, tu sais, on entend parler de tout et de rien, puis un peu les opinions de tout le monde. Pourquoi on associe les glucides à prendre du poids? Tu sais, des fois, il y en a qui parlent de la rétention d'eau, je sais pas trop c'est quoi la place des glucides là-dedans. D'où ça vient, ça, justement, que les glucides, ça fait prendre du poids, puis que les glucides, c'est le démon, puis que c'est dangereux?
Ben, c'est le fameux principe de l'insuline, tu sais. Quand tu manges, tout le monde sait, peut-être pas tout le monde, mais quand on consomme des glucides, notre pancréas sécrète de l'insuline. L'insuline, c'est comme la clé qui débarre nos cellules pour que les nutriments y rentrent à l'intérieur. Puis les glucides, l'insuline est vraiment bien modulée avec le taux de glucides dans notre sang, la glycémie. Quand le taux de glucides est trop élevé, notre pancréas sécrète des glucides pour que les nutriments, incluant les glucides, rentrent dans nos cellules pour aller être entreposés, pour être utilisés par la suite pour fournir de l'énergie pour ce qu'on a à faire dans notre journée, là, pour fournir de l'énergie pour notre cerveau, pour réfléchir ou pour marcher jusqu'au métro, tu sais, ou peu importe. Mais fait que je pense que les gens ont confondu je mange des glucides, donc l'insuline est sécrétée, puis là, c'est entreposé. Fait que là, je vais accumuler du gras. Fait que glucides égale entrepôt de gras versus glucides, ça donne juste de l'énergie. Puis c'est pas nécessairement parce que ils permettent de la sécrétion d'insuline que ça permet l'entrepôt de gras. Les protéines ont aussi un effet sur l'insuline. Puis les protéines, mais on en rajoute dans tout ces temps-ci. Le yogourt qui a le plus de protéines, c'est lui qui va se vendre le plus. Fait qu'il y a beaucoup de démonisation pour rien. Puis mais je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que dans l'alimentation nord-américaine, il y en a eu à un moment donné peut-être trop des glucides aussi. Ton plat de spaghetti que tu manges avec du pain à côté, c'est vrai que c'est peut-être trop de glucides, mais c'est pas... T'aurais c'est parce qu'on mange rarement un plat de steak avec à côté du poulet puis un œuf à la coque. Je comprends. Puis ça serait trop de protéines, puis ça serait pas mieux, mais on a eu tendance à manger beaucoup les aliments transformés. Au final, c'est beaucoup de glucides aussi, puis c'est eux qu'il faut réduire, les aliments transformés, pas les glucides en particulier. Tu sais, du riz, des patates, du pain, c'est pas mauvais, c'est bon pour la santé. Les fruits, il y a des diètes qui coupent les fruits. Ouais. Parce que c'est des glucides, tu ne dois plus manger de fruits. Pour moi, ça fait aucun sens. Un fruit, comment ça peut ne pas être bon pour la santé? Ouais. Fait que c'est ça, c'est un peu le non-sens qu'on essaie de changer. Puis, tu sais, les gens sont beaucoup dans le tout ou rien, donc... Ouais, ils veulent savoir c'est qui le coupable, c'est qui est bon. C'est ça. Ouais, fait qu'on Qu'est-ce l'enlève. qu'il faut que je coupe de mon alimentation? Ouais, exactement. Exact, mais c'est pas ça, tu sais, puis... Le message qu'on dit, c'est un équilibre. Mais l'équilibre, c'est pas sexy, c'est pas vendeur comme message. Fait que ça passe pas souvent très bien, mais au final, c'est ça. Tu sais, c'est juste, assure-toi que ton repas, c'est pas juste des glucides. Ouais. Il y a de la place pour les légumes, il y a de la place pour des protéines. Ouais. Puis il y a pas de la place pour tant de protéines que ça non plus. Puis c'est pas le plus il y a de protéines, le mieux c'est. Tu sais, ça a été beaucoup ça le message qui a été tapé là, dernièrement. Puis non, c'est pas vrai. Oui, la répartition des protéines dans la journée est super importante. Ouais. Mais c'est étonnant comment on a plus tendance à manger trop de protéines que pas assez. C'est quand même assez rare que je vois des clients qui mangent pas assez de protéines. En fait, souvent, c'est qu'il en manque à certains repas. Disons, le déjeuner classique, là, il manque vraiment beaucoup de protéines. Puis le souper, ben, j'en ai 2 fois trop. Ouais. J'aurais juste un besoin de rééquilibrer le tout, puis ça serait beaucoup mieux. Mais mon apport total en protéines, je suis pas déficient. Là. C'est vraiment rare que je le vois. T'sais. Fait que vous qui êtes les défenseurs des glucides... Yes, je suis content d'avoir cette titre-là. On va dire ça. C'est quoi leur rôle dans la performance? Comment on devrait planifier l'apport en glucides, mettons, avant l'effort, pendant puis après, pour la récupération? Gros bloc, là. Grosse question. Oui, parce que là, on a vraiment beaucoup dévié de ta question de base qui était qu'est-ce qu'on mange avant? Donc, qu'est-ce qu'on mange avant? On mange principalement des glucides. Ouais. Donc, plus ce que tu vas manger va être proche de ton effort, plus tu veux que ce soit essentiellement des glucides. Et pas trop de fibres aussi. Tu sais, les fibres, on en parle beaucoup, c'est bien, les fibres, le pain brun, les légumes, tout ça, mais les fibres, ça peut être un peu plus difficile à digérer, donc et plus long aussi, donc on veut pas en avoir trop juste avant l'effort. C'est quoi des exemples, mettons, très précis d'aliments qui sont riches en fibres? Par exemple, tu sais, les céréales all-bran, tout ce qui est pain brun, riz brun, pâte de blé entier. Les légumineuses. Les légumineuses, exactement. Tu sais, les légumineuses, c'est un très bon exemple. C'est un super bon aliment, mais c'est très riche en fibres. C'est un peu gazogène aussi pour certaines personnes, ça crée des ballonnements. Donc, de prendre une salade de légumineuses juste avant d'aller s'entraîner, pour certaines personnes, ça peut passer s'ils sont très habitués d'en prendre, mais pour d'autres... Ça va avec l'entraînement du système digestif. Exactement. Puis ça se peut que ce soit pas... C'est rare que je vais recommander ça particulièrement comme repas juste avant. Ouais. Il va falloir que tu l'aies testé avant puis que tu me dises « Ah, moi, ça passe comme de l'eau. » Parce qu'après, il y a la théorie de plus tu te rapproches, plus tu manges essentiellement des glucides, donc, disons, une pomme.
Il y a des gens qui, s'ils mangent une pomme 2 heures avant un sport, ils vont mal la digérer pendant leur sport malgré tout. Puis il y en a d'autres qui vont manger un hamburger une demi-heure avant, puis ils n'auront pas de problème. C'est très fait que là, spécifique à chacun. C'est individuel. Mais classique, là, on veut le plus de glucides possible. Puis plus tu as le temps de digérer, plus tu peux racheter un peu de protéines, des choses comme ça pour te soutenir. Ouais. Pendant essentiellement des glucides, parce que là, tu le manges pendant. Parce qu'il y a certains sports qui nécessitent de prendre des glucides pendant. Donc, tout ce qui est plus d'une heure et demie ou qui est très intense, parce que plus l'intensité est élevée, plus tu vas puiser dans tes réserves de glycogène, donc de sucre dans tes muscles, plus tu as besoin de refaire tes réserves pendant. Donc, parfois, si tu t'entraînes 1 heure au gym, tu n'auras pas besoin de manger des glucides pendant. Si, par contre, tu vas courir pendant 2 heures, tu risques d'avoir besoin des glucides pour être capable d'être aussi performant dans la dernière demi-heure que dans la première demi-heure. Ouais. Puis après, bien, encore des glucides, mais là, c'est là que les protéines peuvent venir être utiles. La collation, après, on a souvent martelé la fenêtre de 30 minutes, qui est super importante. Puis dans les dernières années, on a réalisé que c'était peut-être pas si important. En fait, c'est vraiment important si tu as 2 entraînements dans une même journée. Mm-hmm. Ce qui arrive beaucoup avec les athlètes de niveau olympique et tout ça, ils ont... C'est pas rare qu'ils ont 2 entraînements dans la même journée. Donc, eux, ils doivent avoir une collation très riche en glucides et protéines immédiatement après le premier entraînement pour récupérer pour le deuxième. Mais si moi, je m'entraîne 1 fois par jour, j'ai pas besoin d'avoir cette collation immédiatement après. Je peux attendre à mon prochain repas. Évidemment, si je suis affamée après mon entraînement, je peux manger une collation, il n'y a pas de problème, parce que sinon, ça va m'éviter d'arriver trop affamée à mon souper. Mais cette collation-là, en termes de récupération, n'est pas essentielle. OK. Qu'est-ce qu'a fait cette fenêtre-là de 30 minutes? C'est quoi, tu sais, dans l'optique où on a un deuxième entraînement, pourquoi là, c'est pertinent dans cette fenêtre-là d'avoir cette récupération-là? Parce qu'on a très peu de temps pour justement refaire les réserves d'énergie, de glucides dans les muscles. Donc, on vise là, 1 gramme par kilo de glucides. Donc, ça, c'est quand même, disons, si je pèse 60 kilos, bien, c'est 60 grammes de glucides que je dois avoir tout de suite après. Donc ça, c'est... OK, si on veut profiter de cette fenêtre. Exactement. Puis ça, c'est beaucoup plus que ce que la plupart des gens vont prendre comme collation. Donc, c'est vraiment une collation substantielle que je dois prendre immédiatement après pour être capable de toutes donner les chances à mon corps de récupérer pour être aussi performant à mon second entraînement. Puis l'absorption est aussi meilleure pendant cette période-là. Exact. L'entreposage des glucides sous forme de glycogène dans notre foie et dans nos muscles est supérieur tout de suite après un premier entraînement. OK. Fait que c'est comme si on profitait de ça pour être boosté pour le deuxième. Exact. Puis, mettons, quand on mange avant puis qu'on prépare justement cet apport-là en glucides, c'est quoi le rôle? Parce qu'il y a quelque chose avec le timing en lien avec l'insuline. Tu as expliqué tantôt, l'insuline, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle prend le sucre dans le sang puis elle le met dans nos muscles. Elle stocke ça, c'est ça que j'ai bien compris. Sensiblement. Là, Sensiblement. Ouais. Mais quand on fait notre sport, on veut que le sucre soit dans notre sang pour qu'il aille aux muscles. Exact. On veut qu'il soit libéré soit de notre foie, de nos muscles, pour qu'il se rende... s'il est déjà dans nos muscles, tant mieux, puis il va être utilisé. Mais s'il est dans notre foie, il va pouvoir être libéré dans notre sang. Ou si on le mange, il va se ramasser éventuellement dans notre sang, puis après, il va être distribué dans les muscles qui sont en train de faire du sport. T'sais. Fait que c'est quoi, mettons, la fenêtre de timing que avant l'entraînement, si on prend trop de glucides à telle durée, on pourrait avoir l'insuline, mettons un pic d'insuline qui ferait en sorte que ça peut-tu nuire à la performance ou quoi que ce soit, ou il n'y a rien de tout ça? Pas vraiment, non. Tu sais, quand on... Manger trop de glucides avant l'entraînement et que l'insuline nuise à notre performance. Ou mettons la durée, tu sais, si je la prends, mettons, 1 demi-heure avant l'entraînement versus tout de suite avant que là, l'insuline n'a pas le temps d'être sécrétée ou je sais pas trop. Ben, je te dirais le plus tôt avant, le plus ça va être disponible directement dans ta circulation sanguine pour être utilisé. Fait que si c'est rapidement ingéré, là, comme 5 minutes avant. Ouais, mais mettons que tu manges quelque chose des glucides vraiment simples, genre un sac de Skittles, mettons 45 minutes avant, il va t'en rester en circulation, mais peut-être qu'il t'en restera pas autant que si tu l'avais pris plus tôt, tu sais. C'est ça, parce que t'as des glucides qui sont un peu plus lents à absorber, comme l'amidon, par exemple, versus le glucose, fructose, sucrose, qui est plus rapide. Donc, il y a différentes stratégies qui existent, mais après, c'est difficile parce que l'absorption est difficile à savoir exactement. On ne sait pas quand est-ce que tu as le temps de le digérer. Si tu manges une banane, combien de minutes exactement après il va être dans ton sang? Le pic d'action de la banane. On ne sait pas exactement. Ça va être très variable aussi selon chaque personne. Exactement. C'est variable. Des fois, des combinaisons d'aliments que tu manges ensemble, s'il y a un peu de protéines, ça peut ralentir l'absorption des glucides. Donc,
au final, souvent, on va pas jusque-là dans le détail. Parce que, c'est pas nécessaire. Ben non. Si tu as des glucides, tu as beaucoup plus de chances d'en avoir en circulation, d'en avoir proche, prêt à utiliser. Tu risques d'avoir plus d'énergie. Tu risques pas d'avoir faim aussi pendant ton entraînement, ce qui est autre chose. Ça peut nuire à ta concentration si tu sens que tu as faim. Puis c'est aussi d'y aller avec qu'est-ce qui passe bien avec toi. Comme on disait tantôt, le hamburger versus la pomme, mais on va faire plusieurs tests. Puis la nutrition sportive, c'est beaucoup, beaucoup de tests. Même pour le pendant, tantôt on parlait d'entraîner son estomac. Je travaille beaucoup avec des gens qui font des Ironman, puis à chaque personne, il y a des aliments qui fonctionnent bien avec, puis d'autres, comme avec mon copain qui fait des Ironman, lui, il mange des Oreos puis des guimauves pendant son Ironman, puis un autre client à qui je l'ai fait, lui, c'était peut-être du sirop d'érable, puis lui, c'était les Rice Krispies, moi, j'en ai un que c'est des soupes ramen. Exact, fait Ouais. Tu peux pas reprendre un même plan qui fonctionne avec quelqu'un puis le reproduire. Il faut juste que tu fasses des tonnes de tests puis voir, toi, c'est les Rice Krispies qui fonctionnent, OK. Puis il faut juste que tu sois créatif dans tes idées de glucides qui se transportent bien. Puis tu dis, les guimauves, ça fonctionne pour lui, ça devrait fonctionner pour toi. Mais non, moi, ça me donne mal au cœur ou peu importe. Fait il faut vraiment juste faire plein de tests pour voir qu'est-ce qui passe mieux ou pas. Mais tu vois, j'ai l'impression souvent, c'est un des rôles des nutritionnistes aussi, c'est d'avoir cette capacité à suggérer des idées, suggérer des propositions. C'est beaucoup de créativité. Tu sais, mettons, je sais pas pour vous, là, mais moi, je cuisine tout le temps les mêmes recettes. Jusqu'à temps que, tu es invité à souper chez quelqu'un, puis là, c'est une bonne recette, tu l'ajoutes. Mais on reste souvent confortable dans les mêmes choses qu'on connaît. C'est quoi, mettons, vos exemples que vous aimez donner, de genre de collation de avant, de genre de choses qu'on peut manger pendant, puis après ça, pour la récupération? C'est quoi vos exemples préférés? Ou mettons que les gens veulent des idées concrètes. Là. C'est drôle que tu parles des collations parce que je le dis souvent à mes étudiants, comme il n'y a rien que je fais plus avec mes clients que donner des idées de collation. Ouais, des idées. Puis c'est triste qu'on n'ait pas de cours au bac d'idées de collation parce que c'est une des choses les plus concrètes qu'on fait. Ça serait malade. Ce serait 3 heures sur les collations. C'est toutes les idées de collation du monde entier. Puis pour vrai, les gens, après un fruit et une barre tendre, n'ont plus d'idées. Puis t'as beau connaître toute la théorie du monde sur le lycopène, la lutéine, mais si t'as pas d'idées concrètes de collation, parce que les stagiaires, souvent, eux aussi, ils ont pas plus d'idées qu'un fruit puis une barre tendre, puis après, ils ont un blanc, tu sais. Ouais. Donc, au fil du temps, on a développé des mais moi, j'ai idées, trouvé le truc, c'était de leur faire un outil à mes stagiaires pour qu'ils créent des idées de collation. Ouais. Puis comme ça, ils les ont retenues, tu sais, puis maintenant, ils sont à l'aise de les dire, mais... tu sais, une collation, souvent, c'est comme dépendamment du... Tu sais, si c'est tout de suite avant le sport, c'est sûr que ça va être juste des glucides. Ça va être un fruit, ça va être une petite toast avec de la confiture dessus. Tu sais, quelque chose de vraiment simple et facile à absorber. Une banane, un petit muffin de maison, tu sais, quelque chose comme ça. Mais tu sais, si tu as plus de temps, ou si c'est, mettons, dans un après-midi, puis là, tu travailles, puis tu as juste un entraînement dans comme 3-4 heures, ben, faut que la collation contienne à la fois, mettons, des glucides riches en fibres, tu sais, quelque chose qui va stabiliser ton énergie et une source de protéines pour te rassasier, tu sais, calmer ta faim jusqu'à l'entraînement ou jusqu'au prochain repas. Fait que là, c'est comme un mix. Mettons, ça peut pas être juste un fruit. Ça va être un fruit puis genre un morceau de fromage ou des noix ou des graines de citrouille ou quelque chose de même, tu sais. Faut tout le temps qu'il y ait la combinaison des deux si tu veux faire une vraie collation rassasiante. Moi, j'aime beaucoup les boules d'énergie. Ouais. Ils sont assez simples à faire. Ils sont faciles à faire. Souvent, c'est même pas de cuisson. Ouais. Il y a des tonnes et des tonnes de recettes sur Internet. Tu peux faire ça un peu avec tout ce qui traîne dans tes armoires. Puis tu peux les congeler. Puis c'est quelque chose que tu peux manger à la fois avant, pendant, puis même après. T'sais. Puis t'en manges 1 ou 2 ou 3 selon ton niveau d'énergie, à quel point tu as faim ou pas. C'est super le fun. Puis ça fait différent justement des fameuses barres tendres. Les barres tendres, ça fait. Là. Ouais. Puis souvent, il y a beaucoup de barres tendres que si les gens ne les font pas maison, c'est des produits quand même souvent très transformés, dépendamment des types de barres tendres. Absolument. Ouais. C'est des produits ultra transformés. Ouais, la majorité du temps. Ouais. OK, fait que là, je résume ça pour voir si j'ai bien compris. Puis vous me dites si jamais je me trompe, OK? Avant, on mange des glucides. T'as rien compris. Défenseur des glucides. Plus je suis proche du moment où je commence mon effort physique, plus je devrais juste prendre des glucides. Ouais. Si je suis plusieurs heures avant, un peu de protéines, un petit peu de fibres, stabiliser l'énergie. Yes. C'est ça? Pendant mon entraînement, si je m'entraîne moins d'1 heure puis que c'est pas une très très haute intensité, souvent on peut juste s'hydrater puis ça devrait être correct. Ouais. Plus l'entraînement est long, plus on doit avoir notre apport en glucides.
jusqu'à 90-100 grammes si on fait des efforts comme plus que 3-4 heures. Ouais, c'est 2h30 et plus. 2h30 et plus. On va jusqu'à 90 grammes. Puis par heure, là. Ouais, sinon on va viser 30 à 60 grammes par heure, mettons, pour 1h30 à 2h30, disons. OK. Fait que de 1h à 1h30, en général, la majorité des gens peuvent se passer de glucides. Ça devrait être correct, oui. Puis 1h30 à 2h30, 30 à 60 grammes. Exact. Puis c'est tough là, de digérer plus que 60 grammes par heure. Là. Faut vraiment qu'on se pratique. Là. C'est difficile. Ouais. Parce que aussi, il y a aussi l'impact, plus la durée de l'entraînement ou de l'effort. Tu sais, mettons les Ironman, à un moment donné, il y a la faim. Dans le sens qu'ils peuvent avoir l'apport en glucides, mais s'ils prennent juste en gel ou juste en liquide, des fois, tu as faim ou tu as un craving de vouloir manger quelque chose qui semble plus soutenant, qui semble plus de la vraie bouffe, entre guillemets. Tu sais. C'est quoi les idées dans ce temps-là pour soutenir ou stabiliser la faim? Qu'est-ce qui peut aider? Bien, ce qui est vraiment le fun avec l'Ironman, c'est que tu as le vélo au milieu. Puis le vélo, c'est la parfaite place pour manger des choses plus consistantes. Tu devrais pas manger, perdre ton temps avec des gels ou sur le... Parce que je te confirme que si tu fais un Ironman au complet juste avec des gels, ton estomac il t'offre pas la run, c'est sûr à 100%. J'ai été témoin de ça cet été. J'ai un ami qui a fait un Ironman, puis je l'ai accompagné pendant une certaine partie. Je pense qu'il a mangé comme 36 gels. Oh boy! Puis c'était pas des Mais bons ça, c'est gels. les gens qui sont pas préparés en nutrition. Puis tu sais, le triathlon, souvent on parle que la quatrième épreuve, c'est la nutrition. Parce que ça fait une énorme différence dans le triathlon, surtout dans une distance comme le Ironman. Donc, les gels, tu devrais les garder à la fin pour la course quand déjà il n'y a plus grand-chose qui passe. Mais sur le vélo, tu sais, moi, j'ai testé des wraps bananes Nutella que tu peux manger quand même, qui est plus consistant. Justement, tu sais, les Rice Krispies. Il y en a qui font des rice cakes maison. Là, donc, c'est vraiment du riz. J'en ai qui mangent juste des patates aussi. Là, parce qu'à un moment donné, tu te tannes aussi de manger du sucré. Le sucré, ça tombe vraiment sur le cœur. Puis c'est dommage, mais la majorité des glucides, c'est sucré. En tout cas, pendant un effort. Là, donc, des petites patates grelots là, pré-cuites. Je connaissais même quelqu'un qui mettait des petites tranches de bacon au milieu juste pour donner un petit goût salé. Ça passait super bien. Ça donne faim. Fait que, tout ça, c'est grâce à mon copain qui fait des tonnes de tests sur le vélo puis pour son Ironman, mais c'est vraiment la période de temps où est-ce que tu en profites pour manger des vrais aliments, justement, qui sont un petit peu plus consistants, un petit peu plus de protéines, peut-être, pour éviter la faim. Moi, j'ai beaucoup de clients ces temps-ci qui vont avec les pretzels. Pour le salé. Des fois, pour avoir le salé, ils sont tannés du sucré, puis ça marche vraiment bien. Puis, tantôt, on a parlé, plus l'effort est long, plus il faut manger plus de glucides, mais il faut préciser, c'est dès le début. Dans le sens que si tu sais que tu fais 4 heures de ski de fond ou de vélo, dès ta première heure, il faut déjà que tu fasses ton 60 à 90 grammes de glucides. Oui, bien je te dirais que le début, c'est peut-être là où est-ce que tu as plus de sursis parce que tu peux avoir mangé beaucoup de glucides juste avant de partir. Fait que tu as comme peut-être une heure où est-ce que tu n'es pas obligé de manger tout de suite tant que ça. Si on pense, disons, au Ironman, tu peux pas manger pendant que tu fais ta nage. Non, effectivement. De toute façon, ça vient un peu régler le problème. Par contre, à ta première transition, tu devrais déjà commencer à manger une première collation. Puis là, au vélo, tu te mets sur la tâche. Mange. Exactement. T'espères que le circuit, il n'est pas trop, trop avec des côtes, ou pas des côtes, mais pas trop de virages, parce que si tu fais juste manger. Ouais, mais même dans les côtes, c'est pas tant évident. Dans un effort. Puis c'est pour ça qu'il faut se pratiquer à manger, même sur le vélo. Même si l'estomac est plus stable, c'est beaucoup plus facile sur la digestion. Mais quand tu fais un effort quand même intense de vélo, tu ressens pas tant la faim. Parce que tu as déjà un peu mal au cœur de ton effort. Puis là, il faut que tu te forces à manger. C'est vraiment difficile. Il faut vraiment beaucoup de discipline parce que tu dois pas attendre d'avoir faim. Tu n'auras pas faim. Je te confirme. Là. Tu dois avoir ton plan de nutrition. OK, je comprends. Tu peux pas te fier à ta faim. Non, parce que le sport coupe la faim. OK. Donc, tu dois savoir combien tu manges à chaque heure, puis tu le fais même si ça te tente pas. C'est un peu ça le but. Puis, c'est un peu painful des fois. Ouais, j'en doute pas. Côté hydratation, qu'est-ce qu'on doit faire pendant? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi les mythes qu'on doit démystifier en lien avec l'hydratation? Toi, tu as fait ta maîtrise sur l'hydratation. Oui, effectivement. La personne de choix pour répondre à cette question. Tout à fait. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce projet-là avec ma maîtrise. Je peux te résumer en 2-3 secondes. Là. Ouais. Dans le fond, c'était avec les athlètes de hockey, les hockeyeuses de l'université McGill, les Martlets de l'université McGill. Pour les gars, il y a les Redmen. Pour les filles, c'est les Martlets.
Puis, dans le fond, le but, c'était de regarder s'ils étaient bien hydratés dans une game sans qu'on leur ait rien dit. Fait que là, pour évaluer ça, on leur avait dit d'avance, attendez quand vous allez aller faire votre petit pipi après la game, attendez de nous voir, on va vous donner un petit cup, puis là, vous allez uriner là-dedans. On va les ramasser, on va se mettre des gants, on va les ramasser, puis après ça, on va tester ça. Fait que là, c'est ça qu'on a fait. Il y avait moi, il y avait ma directrice de maîtrise, Marielle Ledoux, une madame respectable là, de 70 ans et plus, qui venait ramasser des petits cups d'urine avec moi. C'était bien drôle. Fait que là, on a ramassé ça, on a testé ça avec un petit appareil, un réfractomètre que ça s'appelle, qui sert à évaluer la densité urinaire. Ouais. Puis là, on était capable de voir que la majorité de l'équipe était déshydratée en commençant la partie, puis encore plus après la partie, on s'entend. Fait que là, pour chacune des joueuses, j'avais leur nom avec leur petit échantillon d'urine. Je les ai toutes rencontrées une par une pour leur dire « T'étais à tel niveau avant, t'étais à tel niveau après. Voici ce que tu préfères ou le volume que tu pourrais boire avant la prochaine game où on va faire un test pour voir si ça fait une différence sur ta performance puis ton niveau d'hydratation. » Fait que là, one-on-one pour chacune des joueuses. Puis après ça, deuxième game, on refait les mêmes tests, échantillon d'urine avant, échantillon d'urine après. Puis là, on évaluait ça. Puis pour vrai, la différence était vraiment remarquable. La plupart des joueuses, je sais pas si c'était la plupart ou 100%, mais une grande majorité des joueuses étaient vraiment mieux hydratées. Ils ont quand même perdu la game, mais au moins ils étaient bien hydratés. Ouais. Mais l'hydratation, une chose qui est importante, c'est de boire avant l'effort pour être sûr de commencer hydraté, parce que des fois, on peut pas contrôler tous les facteurs pendant qu'on fait un effort physique. Puis on peut pas même si on pratique notre plan d'hydratation ou qu'on essaie de se fier à notre soif pendant un effort, des fois, il y a des choses qui arrivent qui font qu'on n'est pas en mesure de boire ou peut-être qu'on a envie de pipi puis on veut pas s'arrêter parce qu'on est en plein sprint ou whatever. On veut être bien hydraté avant pour pouvoir diminuer les risques d'être déshydraté pendant. Parce que dès qu'on est déshydraté à partir d'un certain point, notre performance va diminuer. Parce que notre cerveau, il se protège, il veut pas garder le même niveau de performance si on est trop déshydraté, parce qu'après ça, on va faire un coup de chaleur. Ouais, puis quand on fait un coup de chaleur, on shut down. Ouais. Je l'ai expérimenté la première fois que j'ai joué au golf, c'était pas le fun, coup de chaleur. Déjà que j'étais poche parce que c'était la première fois que je jouais, là j'étais juste KO sur le terrain. Mais concrètement, l'hydratation, c'est quoi son rôle pendant l'activité sportive? À part justement éviter le coup de chaleur qui est déjà pas pire. Ouais. C'est vraiment la thermorégulation, fait que la régulation de la température corporelle. Ouais. Plus tu commences ton effort bien hydraté, plus tu vas être capable de suer rapidement, plus tu vas être capable de garder ta température corporelle stable. Parce que l'hydratation, ce que ça fait, c'est que quand on sue, c'est pas juste pour que notre linge commence à puer. Là. Okay. Ça a une fonction. OK, il y a d'autres fonctions. Ça a une fonction. Okay. Dans le fond, les petites gouttelettes se ramassent à la surface de notre peau. Ouais. Puis là, je te ramène à ton cours de chimie. Ouais, il y a de quoi dans la condensation, je sais pas trop. Ouais, exactement. La réaction exothermique. Ouais. Quand les petites gouttelettes, ils s'évaporent, ils s'en vont en buée. C'est comme si ça prenait la chaleur de notre corps puis ça la libère dans l'atmosphère. Fait que ça nous rafraîchit la surface de la peau. Puis après ça, tous nos petits vaisseaux sanguins qui sont à la surface, ils apportent le sang un peu plus refroidi vers le centre de notre corps par les veines. Puis là, ça rafraîchit notre intérieur. Fait que c'est tout bien fait, la petite machine humaine. Ouais. Fait qu'en commençant bien hydraté, on permet de mieux réguler notre température corporelle pour pas que juste pour maintenir le même niveau de performance du début à la fin, puis pas que ça soit un enjeu. T'sais. Parce que si ta thermorégulation est affectée, tu vas avoir ce sentiment genre de surchauffe. Ouais. Tu sais, comme que justement, ça va pas bien. Puis ça va affecter ta perception de l'effort, puis ta performance. Fait que ça a un impact. Ça joue là-dedans. Exactement. Puis c'est quoi le rôle des électrolytes là-dedans? Puis quand est-ce que c'est nécessaire d'avoir un apport en électrolytes pendant cet effort-là ou après en récupération? Puis ça fait quoi les électrolytes dans la vie? Les électrolytes, c'est un peu comme une éponge. Là. Fait que ça garde l'eau à l'intérieur de nous, ça garde le liquide à l'intérieur de nous, ça garde l'osmolarité sanguine, fait que la concentration des osmoles, sans vouloir rentrer dans les détails, mais c'est comme si ça fait une éponge, ça garde l'eau à l'intérieur de nous, fait que ça nous permet de rester mieux hydraté plus longtemps. Puis aussi, quand on fait du sport, je l'ai dit, on sue, mais on perd des électrolytes dans la sueur aussi. Fait que c'est comme si ça vient remplacer un peu ce qu'on perd pour qu'on garde toujours à peu près la même concentration à l'intérieur de nous. Parce que c'est possible aussi de se surhydrater quand on boit beaucoup d'eau, juste de l'eau. Mettons, souvent, ça arrive
aux athlètes qui sont un peu stressés. Souvent, dans les études, c'est les athlètes, les femmes, mettons, qui arrivent à un marathon, sont peut-être un peu trop stressés. Ils boivent, mais juste de l'eau. Puis là, il fait chaud, puis là, ils suent beaucoup, mais ils suent, puis ils perdent leurs sels minéraux en suant. Mais là, ils remplacent leur liquide avec juste de l'eau. Fait que là, c'est comme s'ils se diluaient à l'intérieur. Puis ça, la surhydratation, ça peut avoir des effets aussi néfastes que la déshydratation. T'sais. Fait que tu vas faire un genre de... C'est comme si t'allais comme... Il y en a qui perdent connaissance, il y en a qui ont vraiment des étourdissements, puis il y en a qui ont des décès par rapport à ça. Là. C'est-tu ça l'hyponatrémie? Ouais, c'est ça qu'on exactement. comprend. Okay. Ouais. Qui est comme finalement ta concentration de sel dans le sang ou de sodium qui est largement insuffisante. Exactement. Puis il faut savoir que dans la sueur, l'électrolyte principal qui est perdu, c'est vraiment le sel. Mm-hmm. Tu sais, dans les boissons pour sportifs, ils parlent de potassium, magnésium et compagnie. De façon générale, ça sera assez facile avec l'alimentation de récupérer ces sels minéraux-là. Le sel minéraux vraiment important à récupérer, c'est le sel. Fait que ça peut être simplement de... Des fois, oui, dans un long effort, pour éviter justement l'hyponatrémie, je rajouterais du sel, des boissons pour sportifs, disons, dans ce que la personne va boire. Est-ce qu'il y en a d'emblée dans les boissons? Tu sais, les boissons de type Gatorade, est-ce qu'il y a du sodium? Okay. Oui, puis il y a la bonne dose. OK, il y a la bonne dose. Mais quelqu'un qui se fait une boisson maison, genre sirop d'érable eau, aurait avantage à mettre du sel. Tout à fait. C'est quoi la quantité, mettons, en cuillère à thé? Mettons une gourde habituelle. Pour 1 litre, c'est 1 millilitre. Fait 1 quart de cuillère à thé. Ah, c'est pas pour beaucoup. 1 litre, c'est pas tant que ça. OK, j'en mets vraiment trop. Mais tu peux en avoir, puis tu sais, fait que si tu as un long effort, tu peux en avoir pendant du sel, puis sinon, après, simplement saler ton repas. T'sais, le sel, c'est moins un enjeu pour les athlètes. Souvent, c'est rare qu'ils font l'hypertension. Ils sont jeunes. Ils font leur santé métabolique générale. Puis ils en transpirent beaucoup. Donc, moi, ceux qui sont je prends des choses sans sel, non, je leur conseille simplement de ne pas s'en faire. Puis, c'est bien correct. Un quart de cuillère à thé pour 1 litre. Pour 1 litre. Fait que si j'ai 1 litre qui est un mélange de sirop d'érable et eau, un quart de cuillère à thé, c'est suffisant. Tout à fait. Ça peut comprends pourquoi c'était salé, mon affaire. Ouais, c'est ça. Ça peut être aussi, tu sais, mettons, pour pas se compliquer la vie, là. Ça peut être genre moitié de ta gourde en jus, mettons. Ou, si tu fais une boisson avec du sirop d'érable, il faut que tu calcules un peu plus tes affaires pour être sûr que tu as la bonne concentration de sucre. Mettons moitié jus, moitié eau, pincée de sel. Pas genre la poignée de sel avec ta petite. C'est ça. Puis tu as parlé de la nuance, le sirop d'érable, c'est-tu parce qu'il est plus concentré ou. Ben, c'est sûr que le sirop d'érable, c'est très concentré. Puis moi, c'était les 2 années que j'ai faites au doc, avant de lâcher le doc. C'était on essayait de recréer justement une boisson sportive à base de sirop d'érable ou à base d'eau d'érable. Mais pour que ça ait les bonnes concentrations, les concentrations similaires au Gatorade par exemple, au Powerade ou aux autres, fallait calculer la bonne quantité de sirop d'érable, le bon volume de sirop d'érable pour que ça respecte le 6 à 8%, là, 6 à 8 grammes de glucides par 100 ml de liquide, qui est la bonne concentration pour absorber le sucre, mais sans que ça soit trop sucré. Exact. Ça, c'est ce qu'il y a dans le Gatorade, par exemple. OK. Savez-vous, mettons, dans un 1 litre qu'on a pris l'exemple, savez-vous ça représente quelle quantité de sirop d'érable? De sirop d'érable, je dirais peut-être un quart de tasse. Un quart de tasse? OK. Mais il y a peut-être... Il y a une recette qui existe, là, c'est... Ben moi, j'ai une recette dans mon livre là, pour la boisson sportive. Ben vas-y, est-ce que tu l'as fait par cœur? Ouais. Ben, par cœur, non. Mais je peux le plugger à la fin, au pire, ou... Ouais, ça, mais on l'a écrit, là. Fait que c'est pas sorcier, là. Ça doit être à peu près ça, un quart de tasse pour 1 litre, quelque chose comme ça. Là. Exact. Je m'en rappelle plus exactement de la valeur nutritive du sirop d'érable, mais tu sais, il faut que tu gardes en tête que pour 1 litre, il faudrait que tu aies entre 60 à 80 grammes. Exact. C'est ça. Parce que c'était le 6 à 8%. Exactement. OK, parfait. Bon. Si les gens veulent la recette précise, ils iront acheter le livre. Ouais. C'est incitatif à aller acheter le livre. Exactement. C'est aussi simple que ça. Ils vont avoir plein d'idées de collation. OK, super. Dans le... Bon, récemment, il y a un gros mouvement anti-diète dans les dernières années, ce qui est assurément bénéfique pour comprendre beaucoup de choses en lien avec la culture des diètes. J'ai l'impression que dans la population des athlètes, des sports d'endurance, des sportifs, il y a une nouvelle diète à chaque jour qui devient la nouvelle mode, qui va tout soudainement changer tes performances et révolutionner ta vie. Qu'est-ce qui est vrai de faux dans tel type de diète peut avoir un effet sur la performance? Est-ce qu'il y a des diètes qu'on sait qui peuvent nuire à la performance? Puis est-ce qu'on sait qu'il y a une façon de manger en général qui est juste bénéfique en général pour la performance? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être dit là-dedans? Plus de glucides. OK, donc les défenseurs du glucide, c'est la première chose. Donc, la diète keto, qui est la diète le moins glucide possible,
sans surprise, je t'apprends que c'est pas super pour les athlètes. Ouais. Ça, ils l'ont étudié pour voir l'impact des... Ils l'ont même étudié, comme la légende en nutrition sportive, c'est Louise Burke, là, en Australie. Puis elle s'est dit, ben, tu sais, le sport où, mettons, c'est intense, c'est longue durée, mais il n'y a pas trop... Le sport parfait pour tester ça, ça va être la marche rapide. Puis là, on a comme une équipe de marche rapide super performante en Australie avec le centre où on travaille, fait qu'ils ont testé ça. Puis même pour ce sport-là, qui pourrait peut-être être le meilleur candidat pour la diète keto, c'était moins efficace qu'une diète riche en glucides, tu sais. Okay. Exact. Puis on fait plusieurs études, plusieurs tests, puis à chaque fois, ça revenait à la même chose. Ouais. C'est moins efficace. Oui, ton corps est meilleur pour utiliser le gras si tu lui donnes juste du gras, mais ton corps est plus efficace en utilisant les glucides que le gras. Ouais. Ça reste ça. Puis même que en lui donnant plus de gras puis en lui donnant moins de glucides, mais ton corps, à un moment donné, perd son efficacité à utiliser les glucides. Exact. Fait que tu te tires vraiment dans le pied en faisant ça. Puis, mais l'idée est bonne, tu sais, parce que souvent, les gens qui veulent manger plus de gras pour la performance, ils se disent que, tu sais, comme on disait tantôt, nos réserves de glucides dans notre foie, dans nos muscles, sont limitées à peu près à 1 heure et demie à haute intensité, tu sais. Mais mettons, nos réserves de gras, tu sais, moi, dans mon bourrelet gauche, bourrelet droit, tu sais, je suis capable de toffer un bon bout, là. J'ai pas l'air de ça, là, mais... mais je suis capable, tu sais... c'est long, là, ouais, t'as comme des 10 000 calories de réserve. C'est long, les réserves. Fait que là, on se dit, ben, tu sais, si je cours pendant des jours, ben, je vais être capable de... Tu sais, si je mange juste du gras, je vais être capable de toffer longtemps. Ouais. Mais les lipides, c'est quand même moins efficace que les glucides parce que ça requiert plus de molécules d'oxygène pour produire la même quantité d'énergie. Puis l'oxygène, c'est plus cher en oxygène. Exactement. Puis l'oxygène, c'est comme le facteur limitant quand tu as des hautes intensités ou quand tu fais mettons, quand tu veux gagner ta médaille au marathon, peu importe l'effort d'endurance, l'oxygène, c'est le facteur limitant. Fait que, quand tu as un carburant qui te coûte plus cher en oxygène puis un autre qui te coûte moins cher, ben, tu vas choisir celui qui est le plus efficace, qui est les glucides. Exact. Fait que ça te coûte, dans le fond, déjà, ouais, je comprends. Dans le fond, ton oxygène, qui est vraiment ton facteur limitant dans ta capacité à, mettons, le VO2 max, transporter ton oxygène dans le sang. Si en plus, tu prends plus de cet oxygène-là pour avoir le même nombre d'énergie au final, ben, c'est contre-productif. Exactement. Ah, OK, intéressant. Tu ne seras pas capable d'aller à des intensités élevées qui ont besoin de beaucoup plus de glucides. C'est ça. Est-ce que, j'imagine que c'est la même chose, parce que le keto, c'est comme l'extrême de ce qu'on pourrait appeler le spectre du faible en glucides. Fait que la fameuse diète juste low carb, en général, ça demeure pas la meilleure idée, encore une fois, pour la performance. Exactement. Y a-tu d'autres choses à dire sur les diètes qui sont pertinentes en lien avec la performance? Tu sais, le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Ouais. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en lien avec la perte de poids. Puis de ce que je comprends, là, puis Nicolas, tu me corrigeras si je me trompe, mais ça peut avoir le même impact qu'une diète faible en calories. C'est-à-dire que oui, ça peut créer une perte de poids parce que ça réduit au final le nombre de calories que tu manges dans ta journée versus ce que tu dépenses. Donc, il y a des personnes qui vraiment réussissent à perdre du poids et tout ça, mais pour un athlète, moi, je trouve ça difficile. J'ai eu beaucoup d'athlètes qui ont essayé ça, mais des athlètes de base ont des besoins plus élevés en énergie que quelqu'un qui s'entraîne moins. J'avais justement un athlète de volleyball qui essayait de faire le jeûne intermittent, mais il avait des besoins qui approchaient 3000 calories. Puis de manger 3000 calories entre midi et 8 heures, c'est très condensé. C'est quand même beaucoup. Puis le risque, ce que je remarquais, c'est que souvent, ils ne mangeaient pas suffisamment. Fait que ça peut affecter tes performances. Puis tantôt, on parlait de la répartition des protéines dans ta journée pour optimiser ta synthèse musculaire. Mais là, quand c'est réparti sur 8 heures, bien, souvent, ça fait que tu manges des très gros repas pour essayer d'avoir tous tes besoins. Mais là, tu as trop de protéines. Fait que là, ton corps ne peut pas l'utiliser de façon optimale. Fait que je trouve que ça se prête vraiment moins bien à la population athlétique, personnellement. Ouais. T'sais, le jeûne intermittent, c'est vraiment... Tu te mets des œillères. Tu peux pas manger avant puis tu peux pas manger après un certain moment. Fait que ça, pour certaines personnes, ils réussissent à perdre du poids comme ça juste parce qu'ils mangent moins dans la journée. C'est le contraire de l'alimentation intuitive, on s'entend. Là, ils se disent, ben, je vais écouter zéro mon corps, je vais juste me permettre de manger dans une fenêtre vraiment limitée. Puis comme Eve dit, il y a une certaine quantité maximale de protéines qu'on est capable d'absorber pour un repas. Dépendamment des personnes, ça, la courbe, elle se limite, mettons, à partir de comme 40 grammes de protéines. Pas grand-chose qui se passe après ça pour la production de muscles. Pour un repas? Pour un repas. C'est quoi en quantité, ça? Mettons 40 grammes de protéines, c'est peut-être mettons,
l'ingrédient le plus simple, genre du yogourt grec, là, c'est peut-être genre 2 tasses de yogourt grec. 2 tasses et demie de yogourt grec. Mettons pour du tofu, c'est peut-être un 200-250 grammes. Est-ce que mettons les œufs, là, c'est 6 grammes de protéines par œuf. Ouais, faut que t'en manges un maudit. Donc, ça serait comme... mais 40 grammes, c'est trop, tu sais. On est capable d'atteindre le 40 grammes avec un gros steak. Ouais, mais c'est pas nécessaire. Ben, c'est pas nécessaire. Mettons, l'idéal, c'est comme... scientifiquement, 0.3, 0.4 grammes par kilo de poids corporel. Ce qui tourne en moyenne, là, selon les gens, là, entre 20 à 30 grammes. Fait que des fois, c'est un petit peu moins, des fois, c'est un peu plus, tout dépend du gabarit, mais ça tourne autour de ça. Mais l'enjeu principal de ce que je comprends, c'est que les gens répartissent mal cet apport-là au courant de la journée. C'est ça. C'est quoi le rôle des protéines dans, mettons, la synthèse musculaire, dans la performance, puis pourquoi le fait de les intégrer régulièrement, c'est plus bénéfique pour ça, justement? Ça a été démontré vraiment que pour optimiser la synthèse musculaire, justement, entre 0.3 et 0.4 grammes de protéines par kilo par ingestion alimentaire, donc repas, collation, c'était là où est-ce que c'était vraiment le plus optimal. Donc, d'en avoir plus, c'est comme si je le gaspillais. Tu sais, quand j'ai quelqu'un qui mange un steak de 200-300 grammes, ben c'est comme s'il en mangeait la moitié, puis l'autre moitié, il le jetait à la poubelle. C'est un peu l'exemple. Quelqu'un qui sort de son entraînement puis qui se met une scoop puis 2 scoops dans son shake. C'est là où je m'en allais, justement. Tu mets une scoop dans la poubelle. Là. Exact, c'est la même chose. Donc, tu aurais avantage à manger ce repas-là divisé en 2 ou à prendre ton shake en 2 fois différentes dans ta journée pour que ton corps puisse utiliser plus optimalement les protéines. Fait que quand est-ce que la poudre de protéines, mettons, devient intéressant pour combler l'apport en protéines ou quand est-ce que ça peut être utile? C'est jamais nécessaire, dans le sens où c'est très possible d'avoir assez de protéines avec des aliments seulement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, il y a l'aspect pratique de la poudre de protéines. C'est un facile. 25 grammes facile à avoir. Donc, je peux m'en passer, mais je peux l'utiliser de façon intelligente aussi si ça fait du sens dans mon horaire pour avoir quelque chose, une collation ou, par exemple, booster mon déjeuner qui est très pauvre en protéines parce que j'ai pas le goût de manger des œufs ou j'ai pas trop de yogourt grec. Ben, ça peut être un atout intéressant, mais je vais jamais recommander à un athlète qui s'achète absolument des suppléments de protéines s'il n'y en a pas dans son alimentation. Je veux faire sans, puis on a plein d'aliments qui vont très bien faire la job. Est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce que les protéines viennent d'aliments complets? Ou ça ne change rien la façon que la protéine se rend dans notre estomac, dans notre système digestif? Oui, ça fait une différence. Il y a une étude récente, je ne sais pas si tu l'as vu, Nicolas, mais qui comparait l'effet des blancs d'œufs versus un œuf entier sur la synthèse musculaire. Puis je pense que l'œuf entier, là, je n'ai pas exactement les résultats de l'étude en tête, là, mais ce qui ressortait, c'est que l'œuf entier avait plus de bénéfices. Parce qu'en fait, l'aliment entier, par exemple du saumon, ben, ça vient avec des oméga-3, ça vient avec... Des fois, ça vient avec des fibres, des bons gras, Il n'y a pas juste les protéines qui comptent, c'est tout le reste aussi. Donc, de plus en plus d'études qui démontrent que l'aliment entier serait beaucoup plus bénéfique que de séparer les choses comme juste des protéines. Dans le sens que, un peu le fameux... l'ensemble est meilleur que la somme des parties. Là, absolument. Oui, c'est un très bon résumé. C'est une tonne de rien de ma fête, ça aussi. Oui, c'est vrai. Aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui existe, une bonne et une moins bonne source de protéines? Quand les gens calculent, mais quand les gens pensent justement à leur rapport en protéines, le fait de les avoir régulièrement dans la journée, y a-t-il des aliments ou des aliments protéinés qui sont moins efficaces ou que c'est une moins bonne source en tant que telle? Ou c'est quoi des mythes que les gens pensent que ça, c'est une bonne source de protéines? Finalement, c'est pas une bonne source de protéines. Moi, j'entends souvent les avocats pour une raison que j'ignore. Okay. Ah, les avocats, c'est une bonne source de protéines, ça? Il n'y a pas de protéines dans les avocats. Les avocats, c'est du très bon gras, mais il n'y a pas de protéines. Mais il y a aussi la croyance que quand on mange des protéines végétales, ça ne sera pas complet comme protéines. Ouais, ça c'est un bon point gros sujet, à aborder. Ouais. Mais pendant des années, je pense, en nutrition, avant que je gradue, sûrement avant que tu gradues aussi, mais on disait, excluant moi, là, mais on disait, faut absolument que tu combines. Non, je pense que je l'ai appris au bac aussi. Ouais, la complémentarité des protéines. C'est ça. Faut que tu combines au même repas. Non, faut que tu combines au même repas différentes sources de protéines végétales pour obtenir une protéine complète, genre. Parce qu'il y a des acides aminés, c'est comme des mini-parties de protéines, les acides aminés. Ouais. Il y en a qui sont limitants dans certaines sources végétales de protéines. Fait que, mettons, le blé, tu vas avoir un acide aminé qui va être manquant.
Puis les légumineuses, tu vas avoir un acide aminé qui va être manquant. Puis là, en combinant les deux au même repas, tu vas avoir une protéine complète. Versus les sources animales qui sont plus complètes d'emblée. Fait que c'était ça l'idée, c'était pour obtenir quelque chose d'équivalent à une source de protéines animales, avec les sources de protéines végétales, tu dois, au même repas, avoir plusieurs compléments pour faire un tout. Ça, finalement, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'au bout d'une journée, si tu as une alimentation équilibrée, les acides aminés vont tous se ramasser à la même place, puis ils vont se décomposer ensemble, puis ils vont se recomposer ensemble en protéines complètes. T'sais. OK. Ça va comme... T'as comme plein de petites boules d'un même collier qui vont se ramasser dans un petit sac. Ouais. Puis là, ton corps, il va piger les boules qu'il veut, puis il va former des protéines avec. Okay. Il va former des... Ouais. Parce que, donc, si je comprends, la protéine en tant que telle, qui est comme la somme de plein de petites billes, qui sont nos acides aminés, c'est pas ça que notre corps utilise, c'est les acides aminés. L'acide aminé pour pouvoir, à partir des acides aminés, former, lui, les protéines qu'il veut faire pour, genre, mettons, une protéine qui va servir à construire notre ongle, tu sais, ou à construire notre bicep, tu sais, quelque chose comme ça. Ouais. Puis, c'est quoi des fois l'erreur que vous voyez le plus, que les gens pensent qu'ils ingèrent des protéines? Tu as parlé des avocats. Y a-t-il d'autres choses comme ça fréquemment que les gens pensent que c'est une bonne source? C'est quoi un exemple de bonne et de comme ça, c'est pas une bonne source de protéines? Ben, l'exemple qui me vient en tête, là, c'est les BCAA. Les BCAA, ça, c'est... Je suis la défendrice des glucides et celle qui va à l'encontre de tous les BCAA du monde. Ouais. J'encourage tous mes athlètes à arrêter de prendre ça parce que c'est très, très, très populaire. Ouais. Les gens prennent ça, ils savent même pas c'est quoi. Ouais, ben justement, c'est quoi? C'est quoi les BCAA? C'est les acides aminés à chaîne ramifiée. Les acides aminés, c'est la leucine, valine, isoleucine. Qui, à la base, c'est des acides aminés qu'on sait qui sont... ils servent à créer la synthèse musculaire. Donc, les compagnies se sont dit « Ah, ben on va créer des poudres de BCAA. Évidemment, ça va aider les gens à prendre la masse musculaire. » Mais toutes les études démontrent que ça fait absolument rien sur la synthèse musculaire. Puis l'acide aminé vraiment limitant pour la synthèse musculaire, c'est la leucine. Mais de prendre des BCAA, c'est tout à fait inutile. Les gens payent des sommes immenses d'argent pour prendre ça. Ils ne savent pas ça sert à quoi. Ça coûte cher, hein? Ça coûte cher. Ça ne sert à rien. Puis la leucine, il y en a suffisamment dans la whey, là, la protéine que tout le monde... Les gens qui prennent des BCAA, normalement, prennent aussi des protéines. Ça vient souvent ensemble. Exactement. Ouais. Puis là-dedans, il y en a assez de leucine. Donc, de reprendre en plus des BCAA, c'est inutile. Puis la leucine, on peut en trouver aussi dans les aliments, là, dans les produits laitiers, il y en a beaucoup, par exemple. Donc, ça, c'est une chose... C'est un autre message que j'aimerais ça que les gens repartent avec. Donc, ne pas acheter de BCAA, c'est pas utile. C'est pas dangereux, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Finalement, vous allez sauver nos portefeuilles. Ouais, exactement. Acheter des glucides au lieu des BCAA. Ouais. Puis des fois, même, les gens prennent les BCAA vu qu'ils savent pas trop à quoi ça sert. Puis c'est pas no offense à tout le monde qui prenne des BCAA. Là. C'est juste pour vous sauver une couple de piastres qu'on dit ça. Là. Absolument. Mais souvent, les gens prennent ça pour avoir de l'énergie aussi pendant qu'ils s'entraînent. Mais on le dit depuis tantôt, les glucides, c'est ça qui fournit l'énergie pendant qu'on s'entraîne. Les BCAA, c'est comme 3 petites billes d'un gros collier de protéines. Ça va pas fournir d'énergie. Souvent, il n'y a même pas de calories dans les BCAA. C'est très faible. Très faible. Puis, tu sais, en effet, c'est pas de la faute des gens, c'est le marketing qui est très fort pour faire croire aux gens que c'est utile. Puis veux pas, tu vois tout le monde qui en prend. Donc, t'as tendance à vouloir en prendre toi aussi. Ça goûte bon, tu sais. Je comprends tout à fait les gens qui en prennent, mais arrêtez de gaspiller votre argent avec ça. T'sais. Il y a peut-être une nuance que j'apporterais, c'est que, mettons, dans les poudres de protéines végétales, souvent, il manque de l'acide aminé limitant, qui est la leucine, qui est comme celui qui kickstart ou qui entame la production musculaire. Tu sais. Dans les poudres végétales, il manque la leucine. Puis dans les BCAA, un des 3 acides aminés qu'il y a dedans, c'est la leucine. Fait que les poudres de protéines végétales qui contiennent des BCAA, souvent, ils vont être plus efficaces pour promouvoir la synthèse des protéines musculaires que juste si tu prends, mettons, de la poudre de pois ou de la poudre de soya. T'sais. Parce que la leucine est comme inclus dedans. Ouais, exact. Parfois, il faudrait juste qu'ils rajoutent de la leucine. Ouais. On trouve ça dans quoi, la leucine? C'est partout dans... C'est, mettons, dans les protéines végétales ou dans les autres protéines, il va en avoir? C'est juste dans les acides aminés qui forment... Exactement. Il y en a à différents niveaux dans il y en a dans le maïs. Je pense que le maïs, c'est une des sources patate les plus... aussi. Ouais, patate, maïs, c'est une des sources les plus grandes de leucine au niveau végétal. Ouais, mais tu sais, faut que tu extrais les protéines de patate ou les protéines de maïs, genre. Mais tu sais, sinon, dans toutes les viandes,
Dans les produits laitiers, il y en a beaucoup, justement. Fait que finalement, si les gens ont une source variée de protéines, ils vont être corrects. Ils n'ont pas besoin de compter la leucine. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Puis, tu sais, tu as parlé tantôt de la différence entre les protéines végétales, les protéines animales. Il y a ce fameux mythe que si on est vegan ou végé, on ne peut pas bien performer, que ça nuit, qu'on va manquer d'énergie, qu'on va manquer de fer, qu'on va manquer de tout. C'est quoi qui est vrai de faux là-dedans? De ce que je comprends, tu peux être vegan, végé, manger très varié, puis avoir absolument tout ce que tu as besoin pour performer. Ouais, exactement. Ben, tu sais, tout ce que tu as besoin, il y a idéalement, mettons, ceux qui passent de alimentation omnivore à alimentation végé ou vegan, j'encourage tout le monde à aller voir un ou une nutritionniste pour bien faire les choses, là, parce qu'on peut manquer de certaines choses. Tu sais, mettons que on sait pas c'est quoi des protéines, puis on décide de faire la transition. Ça se peut qu'on perde un peu de masse musculaire dans le processus. Ouais, dans le processus. Dans le process, c'est quoi le mot français? Dans le processus, ouais. Parce que juste, on ne sera pas au courant. Ou mettons qu'on coupe tous les produits animaux, il va nous manquer de B12, tu sais, qui est une vitamine qui est présente exclusivement dans les produits animaux. Fait que ça, il faut le savoir. Il faut savoir dans quelle situation ça peut être pertinent de supplémenter en B12. Fait qu'il y a certaines petites subtilités, mais en général, c'est facile de rien manquer quand on est bien informé. Et cela dit, quelqu'un pourrait être omnivore et manger de façon très déséquilibrée aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire que je suis omnivore, que c'est bon, je peux performer à ma pleine capacité, je peux manquer de protéines aussi. C'est ça. Et une alimentation végétarienne est souvent plus riche en glucides. Ouais. Fait que ça, ça aide aussi. Let's go, les glucides! Yes! Team glucides. Exact, Team c'est ça. glucides. On devrait se... des t-shirts. Ouais, Team Team glucides. Ah, moi, je vais prendre des Team copyrights carbs. sur toutes les idées que j'ai C'est eues bon. aujourd'hui. C'est vrai, on a signé un waiver. Ouais, exactement. Shit. C'était pour ça. Tu as parlé des BCAA. Est-ce ça rentre dans la catégorie des suppléments, Oui. les BCAA? Tout à fait. Ça aussi, c'est une autre grande catégorie d'éléments le fun à parler. Il y a certains suppléments qui sont prouvés comme étant efficaces pour la performance. Oui. Il y a certains suppléments qui servent à pas grand-chose, mais qui sont aussi utilisés par beaucoup. Tout à fait. Moi, les deux questions que j'ai. Premièrement, c'est quoi un tour d'horizon des suppléments qu'on sait qui ont un effet sur la performance? Puis, en sous-question, même si ça a un effet, c'est qui a réellement besoin de cet effet-là? C'est ça, parce que c'est cette pas... nuance-là. Là. Exactement. Tu sais, par exemple, un des suppléments qui fait partie de cette catégorie-là, il y a la créatine. La créatine, ça peut fonctionner en effet pour récupérer rapidement ton ATP, donc refaire tes sources d'énergie rapidement. Ça peut être très, très utile pour des sports à intensité élevée, d'efforts très intenses, comme par exemple le hockey. Où est-ce que je vais sur la glace pendant 20 secondes, c'est intense, je reviens au banc. J'ai une pause. Ouais. Par intervalle intense. Exact. Mais pour quelqu'un qui fait un marathon, je vais recommander de prendre la créatine. Ça ne sert à rien, c'est un effort continu qui dure 3 heures, 4 heures de temps. Donc, mais la créatine, oui, elle fonctionne pour certaines catégories de personnes. La caféine, c'est un autre exemple qui fonctionne bien si c'est pris dans, disons, 1 heure avant. On vise 3 mg par kilo de poids corporel. Ça a démontré que ça fonctionnait à réduire la perception de l'effort. Mais après, il y a une tolérance individuelle. Ça se peut que toi, la caféine, ben, ça te fasse palpiter. Ouais, il y en a qui puis tolèrent que mal. tu trembles, même si c'est une dose qui est plus faible. Donc, tu dois le tester avant. En fait, tous les suppléments, tu dois les tester préalablement, voir comment est-ce que tu réagis. Est-ce que ça t'aide, oui ou non? Puis après, tu prends la décision si c'est bon. Puis pour le commun du mortel, mettons, les poids moyens, c'est combien de café? Ouais, c'est un café. Un café? Un Ah café, ouais, ok, là. pas C'est plus que autour de... Tu sais, mettons, moi, je prends 200 mg de caféine à peu près. OK. Moi, j'aime bien le prendre sous forme de capsules. Ouais, il y a des capsules. Là, parce que dans un café, c'est tout dépendant de ton type de café, comment tu le fais. Tu ne contrôles pas nécessairement. T'as pas vraiment d'idée exactement il y a combien de caféine, mais tu peux te dire qu'un café, normalement, ça devrait faire la job. Mais moi, un café, ça me donne beaucoup, beaucoup envie d'aller faire pipi. Ouais. Puis avant une course, j'ai pas vraiment envie de ça, donc j'aime mieux prendre, disons, les capsules. Donc ça, après, c'est 1 heure avant quand même. 1 heure avant. OK. 45 minutes, 1 heure avant, tout dépendant. Okay. Ouais. C'est quoi l'effet? On parle de... En termes de quantité, c'est-tu un effet qui a un impact clinique pour même des sportifs amateurs? Ou on parle... Ouais, tout à fait. Genre vraiment la diminution de la perception de l'effort. Donc, ça paraît plus facile pour un même effort. OK. Ce qui fait qu'on va être capable de maintenir une vitesse supérieure, tout à fait. mais en trouvant ça aussi facile ou aussi difficile que d'avoir une vitesse plus petite sans caféine. Oui,
Fait que ça a vraiment été démontré que ça fonctionnait avec ce protocole-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être testé en entraînement avant. Ça peut avoir un impact pour toutes sortes de sports, en fait. Contrairement à la créatine, qui n'est pas toujours... Puis comment dealer avec l'impact de la caféine sur la qualité de sommeil? Tu sais, si on s'entraîne de soir, si on a des compés de soir... Absolument. Il y a comme une heure là, que idéalement on ne dépasse pas pour consommer de la caféine. Ben ça, c'est individuel aussi. Ouais, ça dépend. Il y a des gens qui prennent un café le soir avant d'aller se coucher, puis après, ils vont dormir très bien la nuit. Là. Mais ça, oui. Mais est-ce que leur sommeil est autant récupérateur? C'est la bonne question, ça. C'est ça, moi, ma question. Parce que moi, je peux prendre un café à 11h, me coucher à 11h05, puis je suis parti pour la nuit. Mais moi, je me demande tout le temps, est-ce qu'on rentre autant dans notre sommeil récupérateur? Faudrait demander Mais il faudrait que tu le vois aussi sur ta perception. Est-ce que tu te sens aussi reposé le lendemain? Ouais, il y a ça aussi. Ou pas? Sinon, tu prends un café. Exactement, parce que moi, je te dirais, c'est ça. entre les deux, je préfère absolument préserver le sommeil que de prendre la caféine. Ouais. Parce que le sommeil est un des 3 piliers de la performance. On parle beaucoup de la nutrition parce que c'est notre domaine, mais moi, je parle beaucoup du sommeil avec mes athlètes parce que plus tu t'entraînes, plus tu as besoin de dormir. Tu sais, un athlète olympique a besoin de dormir 9-10 heures par nuit. C'est énorme, là. Ouais. Tu as besoin de faire des siestes, tu as besoin de dormir beaucoup, mais tu le vois, plus tu t'entraînes, plus tu as besoin de dormir. Sinon, le sommeil, le 8 heures par nuit dont on parle, c'est plus suffisant pour récupérer. Non, clairement. Puis ça a un énorme impact sur la performance. Puis pas plus tard que ce matin, je lisais, tu sais, moi, c'est surtout les blessures, les douleurs, mon dada, là. Mais chez les athlètes, dans la population athlète, ou en fait, n'importe qui fait du sport, des nuits de sommeil de moins de 8 heures, c'est associé à un risque de blessure qui est 2 fois plus élevé que les gens qui ont des nuits de sommeil de plus que 8 heures. Tu sais, il y avait deux principales études. Il y en a qui avaient regardé des nuits de moins de 7 heures, plus de 7 heures, puis l'autre moins de 8 heures, plus de 8 heures. Mais dans les deux cas, c'est 2 fois plus de risque de blessure. On voit 2 fois plus de blessures chez les gens qui dorment moins que 8 heures. C'est fou, hein? Fait que... Puis c'est à cause, je sais que ça n'a pas rapport avec la nutrition, mais je suis curieux, là. Ouais. C'est à cause qu'on fait des décisions mentales qui sont moins wise, mettons? C'est vraiment multifactoriel. Okay. Un des éléments, juste globalement, ton sommeil est bon pour la récupération de ton entraînement, mais ton sommeil, c'est aussi ce qui va gérer la réparation de tes bobos, tes blessures. Ouais. Okay. Les gens, puis l'autre affaire, c'est que si tu manques de sommeil, mettons que je l'explique souvent à mes clients en métaphore, mettons que tu as 100$ dans ta journée pour gérer tes bobos. Ben, si tu as une mauvaise nuit de sommeil, ben là, tu as 80$ pour gérer tes bobos. Fait que d'habitude, tes journées ils te coûtaient 75$, 80$ dans la gestion de bobos. Ben là, vu que ton verre il est plus petit, il déborde plus facilement. Fait qu'il y a ça, il y a probablement des erreurs intentionnelles, il y a probablement des erreurs d'entraînement, l'activation des muscles ou la perception, la présence corporelle, la tension corporelle, tout ça. Là, j'imagine même les temps de réaction, tout ça. Fait que ça doit jouer là-dessus. Mais beaucoup dans la capacité du corps à avoir de la résilience par rapport aux blessures au bobos. Fait que les gens classiques là, qui sont en saison intensive, quand leur sommeil se met à avoir, tu sais, mettons les étudiants athlètes, là, c'est un enjeu. Là. Toi, tu travailles, toi, tu les vois aussi sûrement à la clinique. Là. Nous, c'est un enjeu. Les athlètes qu'on a qui sont étudiants, qui étudient, ou les professionnels qui ont une job à temps plein, mais qui s'entraînent, par exemple, pour des Ironman, fait qu'ils font des semaines de 15-20 heures d'entraînement, mais quand leur sommeil n'est pas optimal, c'est juste là qu'ils viennent dans notre bureau puis qu'ils ont des bobos. La majorité du temps, comme si leur sommeil est très bon, ils ont tendance à s'en sortir quand même bien. Oui, puis les étudiants athlètes, il y en a, c'est pas rare, qui vont s'entraîner à 6 heures le matin ou qui vont finir leur entraînement vers 9-10 heures le soir. Puis après, ils ont l'étude, ils ont... Bref, c'est vraiment difficile. Ouais, pour vrai, moi, en physio, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient dans les caramels et qui étaient étudiants athlètes. Puis genre, il y en a beaucoup qui avaient des modes de vie qui ont juste pas d'allure. Là. Il n'y avait vraiment pas des modes de vie sains, même si c'est des gens qui s'entraînent et qui sont super en forme. Mais tu sais, ça reste... T'es un étudiant, il faut aussi que tu profites de ton expérience universitaire. Exact. Mais clairement, pour la performance puis pour la santé en général, ça va affecter. Ouais, c'est ça. Fait que, clairement, le lien avec la performance, il est là, mais clairement, avec les blessures aussi. Ce qui va avec la performance, finalement, aussi. Fait que caféine, ça fonctionne. C'est efficace. Est-ce qu'il y a d'autres suppléments qui valent la peine de mentionner ou de dire que ça, c'est une perte de temps? Ben, tu sais, suppléments de glucides, on en parle depuis tantôt, là, les gels, les petites gelées, les boules d'énergie, peu importe. Mais tu sais, dans les suppléments comme synthétiques, j'appellerais, là, tu sais. Ouais. Genre, mettons, créatine, caféine, des choses comme ça. Il y en a comme 5 qui fonctionnent, là. Créatine, caféine, les nitrates, qu'on n'a pas parlé. Le jus de betterave. Ouais, jus de betterave. Ouais. C'est concentré, pas un mythe, ça?
C'est pas un fonctionne? mythe, ça, Okay. c'est dans les ça a un impact. suppléments qui fonctionnent. Ouais. Ouais. Parce que ces nitrates, mettons, quand on les consomme, vont être transformés en nitrites. Puis les nitrites vont contribuer à la production de NO, l'oxyde nitrique. Et puis le NO, l'oxyde nitrique, c'est comme un vasodilatateur. Fait que ça va faire dilater les vaisseaux sanguins un petit peu plus, ce qui va faciliter le transport du sang. Dans le sang, il y a l'oxygène, fait que ça va faciliter le transport d'oxygène. Fait qu'on va avoir plus d'oxygène disponible dans nos muscles. Puis tantôt, on en parlait, le VO2 max, le volume d'oxygène qu'on est capable de consommer maximum, c'est ça qui va permettre d'avoir une meilleure performance, surtout pour les sports d'endurance. Fait que les nitrates, ça aide pour les sports d'endurance, tu sais. Mais c'est drôle parce que j'ai un de mes stagiaires justement à l'université, je m'en allais le nommer. Je l'aurais coupé au pire. Je te le dis. Mais super cool comme gars. Puis avant, je pense que c'était dans son projet de fin de deck là, au cégep. Lui, il avait découvert que les nitrates, ça aidait pour la performance. Puis là, il avait été voir c'était quoi le dosage qui fonctionnait bien. Mais il n'avait pas vu qu'il existait des suppléments de nitrates. Fait que lui, il s'est juste dit, ah ben, je vais essayer d'avoir cette quantité-là de nitrates, puis ça va me prendre tant de betteraves pour faire le protocole pendant genre une semaine. Fait que là, il est allé dévaliser toutes les épiceries dans sa ville de toutes les betteraves avec son père. Puis là, il passait à la caisse, puis il y avait comme des tonnes de betteraves. Il me disait que les caisseurs, ils le trouvaient weird parce qu'il a fallu qu'il aille dans différentes épiceries parce qu'il n'avait pas assez dans juste une. OK, c'est beaucoup de betteraves. Beaucoup. C'est pour ça qu'il faut que ce soit concentré. Ouais. Puis là, C'est 500 ml de jus de betterave. OK. Quand c'est pas concentré. Ouais. Fait que là, il juiçait ça avec son extracteur à jus. Puis là, il mangeait ça, lui, puis son père, pendant une semaine pour tester ça parce que son père, il a accepté d'embarquer. Ouais. Mais après 2 jours, il y avait comme trop de diarrhée, fait qu'ils ont arrêté. Ouais, ça peut créer des. Moi aussi, j'ai un athlète d'Ironman qui a essayé ça sans m'en parler. Fait qu'il faut toujours tester finalement. Ouais, ça peut. Ou en parler. Ou en parler si Eve dessus. Puis là, d'apprendre que finalement, il existe des petits shooters de 70 ml. Qui sont concentrés. C'est pas mal plus efficace, en effet. Là. Exact. Ouais. Fait que créatine, caféine, NO. Nitrate. Ouais. Bêta-alanine et bêta-alanine. bicarbonate, qui sont des agents tampons un peu, là, qui permettent de gérer les H+. Ouais. Les ions H+, dans le sang. Puis ça, c'est utile pour des sports encore intenses. Par exemple, la bêta-alanine, c'est un supplément que j'ai utilisé avec certains kayakistes au niveau national et tout ça. Donc, ils font des courses qui durent peut-être 2 minutes très intenses. Ouais. C'est pour justement aider à cet effet tampon-là qui va aider dans les muscles, qui va aider à la perception de l'effort et tout. Ouais. Mais la bêta-alanine, c'est un supplément que tu dois prendre des mois à l'avance. Okay, Donc, tu dois prendre peut-être 12 semaines. En fait, c'est pas clair dans les études, là, c'est pour avoir ton effet maximal dans le sang de carnosine, c'est entre 4 semaines à 20 semaines. Okay, donc, idéalement, là, tu dois te prendre à l'avance 3 mois à en prendre à tous les jours pour avoir cet effet-là le jour de la compétition. Exact. C'est pas quelque chose que tu décides une semaine avant. Ouais, un bénéfice d'être encadré par quelqu'un qui sait. Exactement. Puis une chose qui est drôle, c'est que dans les pré-workouts, ou tu sais, dans les pré-workouts, by the way, tu sais pas ce qu'il y a là-dedans. Fait que tu peux te ramasser avec vraiment n'importe quoi. Mais souvent, dans les pré-workouts, ils en mettent de la bêta-alanine parce qu'il y a une chose qui est funny ou funky de la bêta-alanine, c'est que ça te donne des picotements, tu sais. Fait que tu te sens comme Superman un peu. Là. Tingling, là. C'est ça. Doigts, là. Comme des petites... engourdissements, ouais. Fait qu'ils mettent ça dans les pré-workouts pour que tu sentes que il faut que j'aille m'entraîner pour dépenser ça parce que je me sens comme Superman. Mais c'est inutile. Mais c'est inutile. C'est pas utile immédiatement. C'est ça. Faut que ça soit chronique. Tu sais. Ça t'en prenne longtemps. Je veux qu'on parle d'un dernier point. La pente glissante de la conversation aujourd'hui. Oh! Tantôt, on a parlé, tu sais, on a parlé de la nuance entre des nutritionnistes, qui est la formation en nutrition, en tout cas au Québec, la façon qu'on la connaît. Tu as fait une parenthèse, Eve, sur les coachs en nutrition. Puis ça, il y a des coachs dans tout. Il y a des coachs de vie, il y a des coachs en gestion, il y a des coachs en nutrition, il y a des coachs en finance, peu importe, il y a des coachs dans tout. Je sais que moi, dans mon domaine, qui est la physio, qui est les bobos, qui est les blessures, le monde du fitness et le monde du gym et de l'entraînement véhiculent des messages qui sont contradictoires avec ce qu'on sait des blessures et des douleurs. Puis là, c'est une généralisation, mais c'est un domaine où j'en vois beaucoup. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait ça, mais le monde du fitness et de l'entraînement et du gym est clairement un monde dans lequel il y a beaucoup de mythes et de mauvais messages qui circulent en lien avec la nutrition. Tout à fait. Qui est probablement un de vos chevals de bataille du quotidien, de démystifier ce qui est vrai du faux. Oui. Mon entraîneur m'a dit ça, mon coach en nutrition m'a dit ça. De un,
pourquoi c'est important que le nutritionniste soit la personne qui guide l'aspect nutritionnel par rapport à un coach en nutrition? Qu'est-ce que c'est un coach en nutrition? Est-ce qu'on peut savoir réellement c'est quoi les formations qu'ils peuvent avoir? Puis, c'est quoi le danger que vous voyez dans ce monde-là, justement, là, qui peut justement des fois manquer de nuances ou d'être beaucoup dans le noir ou le blanc? Là? Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire. Là, pour répondre à ta question, peut-être que ça va t'éclairer, mais moi, après un bac de 3 ans et demi, je me sentais pas à l'aise pour guider des athlètes en nutrition sportive. Mm-hmm. Puis j'avais appris des trucs en motadine pendant 3 ans et demi. Ouais. Mais Eve et moi, on a fait notre maîtrise en nutrition sportive. Eve, elle a fait la formation du comité olympique international pour être encore plus formée pour les athlètes olympiques. Moi, j'ai fait 2 ans au doc pour me spécialiser un petit peu plus aussi. Fait que il faut que ça soit les nutritionnistes qui guident les athlètes pour répondre à ta question, parce qu'on connaît tout le contexte à la fois de la santé, des aliments aussi. C'est pas pour rien qu'on a plein d'idées de collation, c'est parce qu'on est créatif et on les a toutes vues passer, puis on sait qu'est-ce qu'il y a dans quoi. T'sais. Même si on n'insiste pas tant sur les valeurs nutritives exactes avec nos clients, nous, on le sait qu'est-ce qu'il y a dedans, puis on est capable de guider nos clients vers des aliments, pas nécessairement vers des nutriments puis des macros. T'sais. Ouais. Dis, j'en mimant un gros gars de gym. Pour ceux qui nous écoutent. Aucun préjugé. Aucun préjugé. Mais, fait que, on est formé, puis on fait de la formation continue aussi. Fait que, mettons, moi, elle aussi, on est obligé de faire de la formation continue pour rester dans l'ordre. Ouais. Régi par un ordre professionnel. Exactement. Versus quelqu'un qui a des formations, entre guillemets, en nutrition. Oui. Ouais. On ne sait pas si c'est contrôlé par quoi, puis il n'y a pas de diplôme associé à ça nécessairement. C'est pas régi par un ordre. Exact. Puis la nutrition sportive, ça évolue énormément. Là, moi, ça fait 10 ans que j'ai fini mon bac, puis là, j'enseigne le cours de nutrition sportive au bac, et il y a des choses que j'enseigne que moi, j'ai pas appris. Mm-hmm. Puis ça fait pas si longtemps que ça, là. Puis j'ai l'impression que dans 5 ans, il va y avoir d'autres choses dans mon cours que je donne pas aujourd'hui. Il faut vraiment rester à l'affût. Ça évolue énormément. Il y a beaucoup de... Tu sais, quand tu travailles avec des athlètes de haut niveau, ben il faut que tu restes à l'affût de toutes les nouveautés, parce que tu vas toujours chercher le petit edge pour battre les autres, pour aller chercher le 1%. Tu sais, pour la communauté en général, 1% de différence, on s'en fout, mais pour un athlète olympique, ça peut faire une différence entre un podium et pas de podium. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment que tu restes informé, puis il faut que tu aies la connaissance scientifique aussi pour comprendre les papiers scientifiques, pour comprendre qu'est-ce qui est bien d'avoir un esprit critique. Ouais. Puis ça, l'université, la maîtrise, c'est ça que ça amène aussi. T'sais. Parce que tu peux aussi, mettons que tu es capable de lire en anglais, que tu es capable de comprendre un peu ce qu'il y a dans une étude scientifique, ça veut pas dire que l'étude a fait du sens tant que ça, puis ça veut pas dire que l'ensemble de la littérature va dans cette direction-là non plus. Fait qu'il faut que tu connaisses le contexte de ce que tu lis. Faut que tu sois capable de juger si quelque chose fait du sens, puis il faut aussi que tu sois capable de le communiquer à un athlète ou à un coach ou à une équipe d'une façon qu'ils vont comprendre, qui va être concrète pour eux. Souvent, ça, c'est plus l'expertise en nutrition. Ouais. Puis tu parles du monde du fitness, je trouve que c'est un bon exemple, parce que il y a beaucoup d'athlètes qui vont aller... En fait, moi, j'ai beaucoup d'athlètes, des jeunes, là, qui vont suivre des comptes Instagram de bodybuilders, puis qui vont suivre ces conseils-là, puis ils sont très convaincants aussi. Tout à fait. Par contre, c'est très différent un athlète qui s'entraîne pour performer, qui fait un sport où est-ce qu'il a besoin d'énergie, versus le monde du fitness qui, oui, tu crées de la masse musculaire, mais il y a un certain temps où est-ce que tu perds du poids, tu manges vraiment pas beaucoup, tu coupes tous les glucides pour perdre l'eau dans tes muscles pour être super défini, mais une fois que tu es sur le stage, là, puis qu'on voit tous tes muscles, tu es super déshydraté, je suis pas sûre que tu es capable de courir 100 mètres là, avant de tomber dans les pommes. Mm-hmm. Mais les athlètes qui, eux, vont faire export, qui ont besoin de beaucoup d'énergie, vont se comparer, puis vont suivre les recommandations pour ces gens-là quand ça s'applique pas du tout. Puis il y a comme une mauvaise compréhension de ces messages-là. Puis tu vois, moi, c'est le plus grand enjeu que j'ai avec ça, puis j'échange beaucoup, tu sais, sur Instagram, c'est facile de communiquer avec plein de professionnels. Fait que j'échange beaucoup avec des nutritionnistes pour avoir leur input là-dessus, sur ce monde-là, justement. Puis, tu sais, un des premiers épisodes que j'ai diffusé, c'est avec Alexia Demacor sur les troubles alimentaires chez les athlètes. Puis moi, c'est tout le temps ça, la cloche qui sonne dans ma tête quand je vois des histoires de photos où on fait la promotion des corps avant-après. Voici comment cette personne a atteint des objectifs magnifiques et incroyables. Regarde le avant, le après. Puis la mesure du résultat, c'est une photo. Fait qu'on est encore beaucoup sur l'aspect esthétique. Puis de ce que je comprends de plus en plus on est dans plus on accumule des
perte de poids, regain de poids, perte de poids, regain de poids, restriction, privation, plus ça flirte avec le trouble alimentaire, puis plus c'est difficile, puis ça crée des gros dommages psychologiques pour ces gens-là. Fait que, au-delà de la santé physique, il y a la santé psychologique qui est étroitement liée avec la nutrition. Fait que je sais pas comment vous dealez avec ça, là, de voir justement tout cet aspect qui, des fois, OK, peut-être au niveau masse musculaire, c'est des bonnes recommandations, mais c'est à quel prix psychologique, finalement? Ouais. Ben, tu sais, moi, à la base, puis je pense que je te l'ai déjà raconté, mais à la base, moi, je suis allé en nutrition sportive, j'ai commencé le bac, puis je me suis dit, il faut tout que je mette mes cartes en nutrition sportive pour ne pas avoir à dealer avec l'aspect psychologique de la nutrition, tu sais, parce que je savais que les gens, tu sais, la bouffe, c'est lié à tellement d'émotions, puis c'est profond, là, puis tu sais, je le vois avec ma clientèle aujourd'hui. Fait que nutrition sportive, je me suis dit, je vais dire à mes athlètes, mange ça, tu vas courir plus vite, pose-toi pas de questions, tu sais, pense pas, puis fais juste de faire ce que je te dis. Puis là, avec justement la formation d'Alexia que j'ai faite en octobre 2019, j'ai trippé. Puis c'était trouble alimentaire chez l'athlète. Ouais. Puis c'est comme un peu ça qui m'a éveillé aux relations avec la nourriture, relations fragiles avec la nourriture, les troubles alimentaires chez l'athlète, puis l'impact que les recommandations d'un coach, qu'un nutritionniste pouvait avoir chez un athlète. Puis depuis que j'ai suivi cette formation-là, ça me sert à tous les jours avec mes clientèles athlètes ou sportives, mais aussi avec mon monsieur, madame, tout le monde, ma Ginette de 52 ans qui commence à être ménopausée, puis que, tu sais, là, elle voit son corps changer, puis qu'elle trippe pas. Puis, tu sais, c'est vraiment la bouffe, puis comment on se sent dans le corps, notre image corporelle, c'est comme tu dis, c'est étroitement lié. Ouais. Fait qu'on faut vraiment qu'on aborde ça avec nos clients, puis il faut aussi déconstruire tellement de mythes, puis aussi, un des plus gros mythes, c'est que notre apparence corporelle ou notre poids égale notre santé, que plus on est mince, plus on est en santé. Ouais. Mais tu vois, en lien avec ça, les troubles alimentaires puis les problèmes liés à l'image corporelle, c'est étroitement corrélé avec les douleurs chroniques. Étroitement. Fait que tu sais, ce que tu dis là, que genre je suis allé en nutrition sportive pour pas avoir de delay avec le psychologique, je comprends exactement ce que tu dis parce que quand moi j'ai gradué, je pensais que j'allais traiter un genou qui a mal. C'est ça. Je pensais pas que j'allais traiter quelqu'un qui s'est blessé au genou, qui pense qu'il a le cancer dans le genou, qui pense qu'il a absolument besoin d'un IRM, d'une chirurgie, que son père il a eu mal au genou toute sa vie et donc il a vu souffrir et qu'on deal avec l'être humain qui a mal au genou et non juste un genou qui fait mal. C'est fou. Tu sais, fait comme la sphère psychologique, la sphère sociale des blessures, des douleurs, ben je la vois la même chose avec la nutrition, là, c'est clair. Ouais, c'est fou. Pour conclure, ce serait quoi tu sais, en lien avec la petite aparté qu'on vient de faire, y a-t-il des choses que les gens doivent avoir en tête? Mettons des gens qui reçoivent des conseils en nutrition en ce moment. Peu importe c'est qui. C'est quoi des petits red flags, là, des petits drapeaux rouges que s'il y a ce genre de discours-là, peut-être que vous n'êtes pas avec la personne qui vous donne les meilleures recommandations. En avez-vous 2-3 chacun là, à... Ben déjà, si je te dis tu vas perdre temps en temps de temps, ça marche pas. Déjà, s'il y a une promesse, peux pas prévoir. Parfait. Fait que pas de promesse. Pas de promesse. Pas de chiffre, pas de date, rien. Puis souvent, c'est la question qu'on va se faire poser. Quand est-ce que je devrais voir une différence? Quand est-ce que je vais perdre le poids? Puis c'est un peu plate parce qu'on pète toujours la balloune de la personne, mais on le sait pas. Puis on ne sait même pas à quel point c'est vraiment réaliste de pouvoir perdre du poids ou pas. Il y a des études qui se font en ce moment qui semblent dire que finalement, on ne sait pas si on n'est c'est pas possible. Trop capable, c'est facile de faire perdre du poids à quelqu'un, mais la personne ne le maintiendra pas. Ouais, c'est sur le long ça terme. va être un prix vraiment cher de scraper complètement la relation avec la nourriture de cette personne-là. Fait que ça, c'est un red flag. Quoi d'autre? Couper n'importe quel aliment. Couper n'importe quel aliment. Genre, catégoriser les aliments en bons ou mauvais. Les interdits, ça, c'est pas bon. Tout à fait. Fait que, tu sais, n'importe quoi, là. Genre, dire que les chips, c'est pas bon. Dire que du McDo, c'est pas bon. Tous les aliments font partie d'une alimentation équilibrée. Tu sais, moi, souvent, ce que je raconte à mes clients, c'est que il y a 2 catégories d'aliments dans ma tête. Il y a les aliments qui t'apportent physiologiquement quelque chose. Tu sais, soit des protéines pour te garder rassasié, ou des fibres pour stabiliser ton niveau d'énergie, ou des vitamines pour peu importe. Et la grosse catégorie d'aliments qui est bonne pour ta santé mentale. Fait que pour les aliments pour ta santé mentale, ça se peut qu'il y ait les mêmes aliments qui t'apportent quelque chose physiologiquement. Ça se peut qu'il y ait justement le McDo, puis la crème glacée, puis les chips, puis tout ça. Mais ta santé mentale, elle sert à quelque chose. Là. Tu peux pas avoir un sans l'autre. Puis tu vas être vraiment malheureux, puis tu vas pas te sentir bien dans ton corps, dans ta peau, si t'as pas les deux
tout le temps. Tu sais, ça te prend les deux tout le temps. Tu peux pas dire une journée par semaine, je fais mon cheat day, là, je vais manger quelque chose pour ma santé mentale. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Toutes les cheat days et les fameuses week-ends récompenses. Ouais, une grosse question qu'on a souvent. Là. Parce que ça encourage le principe qu'il y a des aliments qu'il faut que tu triches pour les manger. Tu sais. Exact. Tu sais, je suis qui, moi, pour dire que c'est le dimanche que tu vas avoir le cheat day. C'est peut-être le vendredi que tu as envie de manger la pizza. Puis si c'est là, ben, mange la pizza. Ou peut-être le vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Exactement, tu sais. Ah ouais. Puis un autre red flag que je dirais, c'est quelque chose, une recette toute faite qu'on te donne. Il y a un plan déjà tout fait. Moi, genre, tu manges... mais quelque chose, tu sais, que je donne à tout le monde. Après ça, du riz, patate. Exact. Tu sais, moi, il n'y a pas un conseil plan que je redonne à tout le monde. OK, il faut que ce soit individualisé. Oui, parce que chaque personne est très différente à ton horaire de vie, tes préférences alimentaires, ton sport, qu'est-ce qui fonctionne avec ta tolérance digestive. Les recettes toutes faites, ça ne fonctionnera pas. Puis il y en a beaucoup que c'est ça leur principe, leur modèle d'affaires. Ah ben j'ai ça qui existe, c'est facile. Puis je le donne à tout le monde. C'est facile de faire de l'argent avec ça. Là. Oui, mais ça ne marchera pas. Là. Ben, si ça marche pas, ils vont dire que c'est de la faute de la personne qui l'a mal suivi. Exact. Fait au final, ça marche pour eux. Allô, la culpabilité. Là. C'est ça. Mais c'est pas de leur faute rendu là, c'est juste la personne qui les a pas écoutés. Exact. Fait en résumé, pas de règles, puis s'assurer qu'il y a du bonheur dans notre nutrition. Puis go carbs. Go carbs, go! Merci énormément d'être passé pour jaser au podcast. C'était vraiment intéressant. J'en ai appris plus que je pensais. Je m'étais quand même préparé pour avoir des discussions avec quelque chose que je connaissais un peu. Fait que je suis vraiment content d'avoir complémenté mes acquis. Si les gens veulent en savoir plus, c'est le temps de plugger où les gens peuvent vous suivre pour avoir des bonnes sources d'informations avec les projets que vous avez. Fait que faisons un tour de table. Eve, pour commencer. Je commencerai par Avocardio. Donc, suivre notre page Instagram. Avocardio. Page Instagram. C'est là où est-ce qu'on va poster le plus de choses. Tenir au courant de nous. Sinon, on a nos 2 comptes Instagram. J'ai un compte Facebook, Eve Crépeau, nutritionniste du sport, où est-ce que vous pouvez me contacter au besoin. Mais go Avocardio. Yes. Avocardio. Vous avez un site web aussi. Oui, on a un site web aussi. Super. Exact. Si les gens veulent venir nous écrire. Tu sais, nos pages Facebook respectives, là, fait que Eve Crépeau, nutritionniste du sport. Ouais, puis vous pouvez acheter le livre de Nicolas aussi pour des idées de collation et de recettes. Puis toi, tu as une page Facebook aussi? Page Facebook, page Instagram aussi, Nicolas Nutrition Sportive. Une autre page Instagram, Gourmand Gourmand. Un site web. Avec des mimes excellents. Des mimes, des mimes pour tous ceux qui en veulent. Un site web, gourmandgourmand.ca aussi. Sinon, s'il y en a qui veulent, mettons, venez nous voir en consultation à l'université, c'est pas cher, tu sais. Ouais, la clinique ça universitaire permet de former Montréal. les... Ouais, c'est ça, la clinique universitaire de l'Université de Montréal. Je le précise pour les gens à Paris qui écoutent. Exact. Les gens à Paris... Le monde international. Ouais, c'est ça. Mais on fait des rencontres en Zoom. Exact. Ouais, c'est vrai. C'est ça que 2021 a amené. Il faut juste qu'ils s'y mettent sur le même fuseau horaire que nous. Ouais, exact. Puis pour tout besoin de conférences, Avocardio, dans le fond. Yes, des conférences, le fun, pas plate. Pas plate. Hashtag pas plate. Excellent. Fait que merci beaucoup. Mais merci à toi. Go Carbs. Puis c'était vraiment super. Au plaisir de se reparler. Puis peut-être jaser dans le futur. Yes. Sait-on jamais. Avec plaisir. Ciao.